Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit numéro de claquettes. Nous avions fait bien entendu exprès. Mais c'était Tout à fait. comment ça s'appelle Bon, on va reprendre depuis le début alors. Bah L'impression 3D, qu'est-ce que c'est? Non, bonjour. 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 Bonsoir. L'impression 3D, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est l'évolution d'une technologie qui existe depuis les années 70, qui s'appelle la stéréolithographie, qui était destinée uniquement aux très grosses entreprises, parce que c'était des machines gigantesques. Aujourd'hui, et je pense que dans un avenir proche, tout le monde aura sa propre petite imprimante 3D. C'est de moins en moins cher, de plus en plus abordable, on va dire niveau connaissance. Et voilà. Il y en a pas mal aussi out of the box, tu la prends, tu la branches, elle est calibrée. C'est ça, t'as l'impression Exactement. d'avoir une imprimante normale. voilà, normale. Mais Tu mets juste le papier et t'appuies sur imprimer. le problème à l'heure actuelle, c'est que l'impression 3D, moi j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent niveau technologie d'un bond vers le futur assez rapide. Et si on essaye de faire du out of the box, donc très facile d'accès, et ben le jour où l'imprimante tombe en panne, soit on casse tout, n'est-ce pas? Faut pas de quoi tu veux parler. Voilà. Soit on casse tout, soit l'imprimante va rester telle qu'elle dans l'état où elle était et prendre la poussière sur une étagère. Puisque on peut pas. Je ne trouve plus mes mots, c'est normal, c'est très tôt. C'est très facile en fait d'utiliser une imprimante clé en main. Par contre, la dépanner, c'est une autre paire de manches. Bon, après, c'est vrai que ça ne s'adresse pas au même public non plus. On pourra mettre entre les mains de monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas envie de s'embêter, qui ont déjà du mal à démarrer leur PC. C'est ça qui est Pour quand même faire de terrible. l'impression. C'est ça qui est terrible, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, l'impression 3D, faut vouloir s'embêter. Il faut vouloir être méticuleux, imprimer soi-même ses propres modèles. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'impression 3D? Les gens vont sur Internet, prennent des bases de données d'objets. Je prendrai celui-ci. Vont le télécharger sur leur imprimante, l'imprimer, et puis après, voilà, c'est tout. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. C'est un début. C'est une utilisation de l'autre. Je pense que tu commences comme ça, et si ça te plaît, tu vas un peu plus Exactement, loin, ouais, tu moi dis, c'est comme ça que je le vois. Le bras, je l'aurais vu comme ça, pas comme ça. Donc ils vont se dire, Mhm. mais comment je peux faire pour essayer de modifier ça? Et je pense de proche en proche, je peux motiver des gens qui, a priori, n'auraient pas forcément mis les mains dans l'engrenage, on va dire. Eh bien, c'est justement la transition parfaite, puisque là, on va aborder l'impression 3D aujourd'hui, à quoi elle peut servir dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est incroyable, un support de micro, ça nous sert tous les jours. La mine de rien, ce D'ailleurs, petit on l'a même truc-là, pas utilisé. oui, on l'a toujours pas utilisé, c'est un peu dommage. Vas-y, attends. Mais aujourd'hui, on l'a utilisé. Alors, regardez bien, hop là, incroyable, terrible. Et ce petit truc-là n'existait pas hier, enfin, en fait, il y a quelques heures, tout à l'heure, oui. Ouais, ça finit, quoi. Et en fait, pour les besoins du plateau, ce petit modèle a été réalisé par mes soins en quelques minutes sur des logiciels gratuits. Et ensuite, l'imprimante, qui est de l'autre côté, a sorti le prototype. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça ressemble pas à grand chose, mais c'est hyper pratique. Et c'est un truc qui a été fait Ouais, sur c'est mesure. fonctionnel. Totalement fonctionnel. Et le seul ajout post-impression 3D, ça a été de découper Voilà. un petit morceau de tapis antidérapant pour coller en dessous pour pas que ça bouge, un petit morceau de mousse sur le dessus pour que quand on pose le micro, ça fasse pas poc dans le Ouais. micro. Donc là, on est tout à fait dans ce dont on discutera dans la partie Hack Live ce soir, avec comment se faciliter son quotidien avec tout ce qu'on a sous la main. Mhm. Et quand on a l'impression 3D sous la main, on peut faire vachement de C'est trucs. beaucoup. Tout à fait. Alors, toi, tu n'as pas d'imprimante chez toi? Non. Non. Mais tu Non. en utilises dans le cadre de ton travail? Et en fait, bientôt. En fait, D'accord. j'avais prévu d'en utiliser dans le cadre de mon boulot il y a un an et demi, et pour faire du prototypage de pompes péristaltiques. D'accord. Et en fait, là, quand j'en reparlerai cet après-midi sur ce flux-là à 15h, mais quand je suis allé dans un Fab Lab, la personne qui s'occupe du Fab Lab m'a conseillé aussi la découpe laser, qui
qui est une autre façon de créer des objets en 3D en découpant dans des plaques. Et en fait, notre projet s'adaptait plus facilement à une découpe laser de par sa vitesse d'exécution. Ou pour un objet de volume similaire, en découpe laser, on en a pour 15 minutes, en impression 3D, on aurait pour 8 heures, quelque chose près. Donc, si on veut itérer rapidement, parce qu'on n'a pas toujours 8 heures devant soi, donc voilà, c'est pour ça que je me suis penché sur la découpe laser, mais on va devoir rapidement faire quand même des supports pour des bioréacteurs, et l'impression 3D nous paraît une façon pas mal de faire ça, donc ça va arriver. Et toi, Charbou? Moi, j'ai une imprimante depuis 3 mois, à peu près, ouais. Elle est tombée combien de fois en panne? Deux fois. Vous voyez? Et c'est une imprimante clé en main? Enfin, on l'ouvre, on la déballe et elle marche? Non, je l'ai montée. Tu l'as montée? Oui, je l'ai pris sans... D'accord. Effectivement, celle-là, elle a... C'était une suédoise, en kit. Ouais, c'est un peu ça. C'est le constructeur français qui la propose 2 options. Soit il vous la livre déjà montée, vous avez juste à la brancher, à appuyer sur un bouton et elle se lance. Ou alors il vous la livre entièrement démontée et il vous file une vidéo qui vous explique. Vous mettez c'est un montage de Lego après. Mais ça permet de comprendre au fur et à mesure que tu la montes comment ça fonctionne, et du coup éventuellement une fois que tu commences les impressions, tu te dis ce truc là il pourrait être changé. Puis en plus l'imprimante est imprimée je crois à 60% en auto-répliquant. Voilà, en impression 3D, en fait, ils ont imprimé des pièces, comme on a imprimé ce petit personnage, sauf que toutes les pièces de l'imprimante, pour faire la structure, etc., est imprimée en 3D. Et du coup, en fait, si on a envie de changer une partie, parce que, je sais pas, on a envie de rajouter tout et n'importe quoi sur l'imprimante, il nous suffit de réimprimer une pièce. Voilà, on la modélise, ou alors on prend sur des bases de données déjà existantes d'autres personnes qui ont fait ça, la pièce, on l'imprime et puis on change. Donc l'intérêt en fait c'est que on part d'une base d'une imprimante qui a été imprimée par d'autres imprimantes. Alors du coup c'est comme la poule et l'œuf. Voilà, qui est venu en premier, l'imprimante ou l'imprimante. C'est perturbant. Petit à petit une plus grande part de pièces qui ont été imprimées en 3D. Ouais. Après effectivement les pièces qui sont qui supportent une tension et des contraintes assez fortes, elles sont encore pas imprimées en 3D. Eh bien tout à fait. Donc en fait aujourd'hui il existe des imprimantes à imprimer et des imprimantes avec des matériaux extérieurs comme une structure en aluminium ou autre d'ailleurs. Et moi pour avoir testé les deux, j'avoue que le côté magique de l'imprimante qui s'imprime elle-même, enfin qui s'auto-réplique, est très sympa, mais reste très limité de par les contraintes techniques apportées par le PLA, l'ABS, le PET. C'est des filaments, le PLA et l'ABS, voilà, pour ceux qui ne savent pas. C'est différents types de filaments qu'on trouve toujours sur des bobines. Et qui ont des propriétés mécaniques différentes. Ouais, surtout sur des machines comme ça où la tête d'impression va bouger assez rapidement, faire plein de mouvements. Et en fonction des matériaux qu'on utilise pour la structure même de l'imprimante, les vibrations ne vont pas se propager de la même façon, ça va avoir un impact sur la qualité d'impression. Et effectivement, les vibrations se diffusent différemment dans une barre en alu profilée et dans un truc imprimé en plein de couches plus ou moins collées les unes aux autres. Donc ça après, ça peut jouer. Je sais que pour avoir testé les deux, je préfère quand même l'imprimante en alu, le cadre en alu. Au moins on est sur quelque chose de stable. Il faudra revisser régulièrement, puisqu'avec les vibrations, ça peut bouger. Mais des anti-vibrations à mettre dessus ou du frein filet? Si, ça devrait suffire. Mais après, le principe de l'imprimante, c'est aussi qu'elle peut être facilement démontable. Ouais, si tu commences à foutre du frein filet partout. Elfinor nous a montré une photo avant-hier où il avait mis son imprimante complètement démontée dans sa valise, parce qu'il est venu de Dijon en train. Et je sais pas comment il a fait pour mettre tout ça dans sa valise, mais c'est assez impressionnant. Après, je ne sais pas quel volume exact fait l'imprimante, mais c'est quelque chose comme, on va dire un cube de
65 par 65 par 65. Et ça tient dans une valise qui fait quelque chose comme 60 par 70 par 30. Plus toutes mes affaires. Ouais, c'est ça. Et l'avantage, tu pars en vacances, tu prends ton imprimante 3D, t'as pété ton manche de brosse à dents, paf, t'en remplis Jamais un, sans mon imprimante. Jamais. C'est incroyable. Mais tout ça pour en venir en fait au sujet principal de cette émission, si on peut dire. L'impression 3D aujourd'hui, à quoi ça sert? Imprimer un manche de brosse à dents? Imprimer des jouets pour son enfant? Ça peut être... c'est ça le truc, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des Ouais. objets du quotidien, ça peut être des prototypes, ça peut être, je sais pas moi, des... Là, typiquement, ce qui s'est passé hier, c'est Elfinor a passé son temps à faire des petites pièces pour faire des raccords, Voilà. pour monter des caméras, des webcams, des appareils photo, des supports de tout et n'importe quoi. Enfin, sur des supports qui existaient, mais qui n'étaient pas faits pour. Et en fait, c'est du bricolage Exact. qu'on aurait fait d'habitude avec 3 bouts de scotch enroulés pour augmenter la taille du pas de vis pour pouvoir mettre dans l'appareil photo. Tu veux dire comme ma caméra qui nous C'est filme un peu là? l'idée, ouais. Et en fait, là, Finor maîtrise suffisamment bien ses outils de conception 3D pour ah oui, d'accord, j'ai un pas de vis tant à l'intérieur, je dois avoir un truc à l'extérieur, Mm. hop, il lance Maîtriser, l'impression. c'est un grand mot, hein, puisque il y a quelques mois encore, j'étais totalement débutant, enfin je suis toujours débutant d'ailleurs, mais c'est grâce avec la magie d'Internet que j'ai pu apprendre facilement. Un débutant avancé actuellement. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur comment vous former sur l'impression 3D ou autre, ce sera le sujet justement de ce soir, si je me trompe pas. On va parler justement de tout ce qui est comment se débrouiller pour apprendre via Internet sans forcément être un grand spécialiste. Mais on peut le devenir très rapidement. Voilà, tout à fait. Après, il n'y a pas forcément besoin d'être spécialiste pour exercer dans un domaine. Moi, je conseille à tout le monde de se lancer dans un truc, c'est comme ça qu'on apprend. En général, on se lance, ça nous plaît, et on engrange, parce que ça nous plaît, on a toujours des questions, on veut toujours des réponses. Et d'un coup, on se retourne, on regarde le chemin parcouru, on se dit ah ouais, je suis allé vachement loin quand même. Et Ouais, mais finalement, du coup, c'est, on a pris en compétence de façon assez. Alors, des fois, dans une branche très spécifique du domaine, mais il y a des fois, ouais, ça va assez loin pointu parce qu'on avait besoin de répondre à des questions qu'on avait et avoir des réponses. Et c'est ce qu'Elfinor a fait très rapidement avec l'impression 3D. Alors ça, c'est à la base, c'est MOF. C'est-à-dire que moi, en fait, je lui ai juste montré une imprimante basique, qui est la même que celle que vous faites acheter, et en fait, il s'est mis à la customiser, à l'améliorer, alors que moi, ça faisait 1 an à peu près que j'en avais une, et je savais pas vraiment changer de pièce. Lui, il l'a complètement modifié. Là, il m'a donné le virus, en fait. Et de fil en aiguille, que je te change la tête, que oui, ça se dit, de fil en aiguille. Oui. J'ai complètement transformé une imprimante, donc la même, l'imprimante du commerce, pour l'améliorer, pour la rendre plus efficace, plus silencieuse, plus performante, plus rapide, tout ça quoi. Si bien que aujourd'hui, on pourrait dire que ce qui reste de l'imprimante d'origine, c'est juste l'électronique. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est utile. Parce que je peux pas encore imprimer l'électronique. Oh, Pas encore. Il y a des filaments conducteurs. Conducteurs, donc avec tout à fait. Bon, on est sur des résolutions assez grossières quand même d'électronique, mais on peut imprimer des pistes conductrices Après, dans une masse. La résolution des pistes est quand même relativement grosse à la base, donc ça suffit, je pense. Après, il faut voir à l'usage, dans le temps, ce que ça va donner. Comment se comporte un filament conducteur, conductif, Conducteur. Hein. Oui, ça dépend des sites. Comment ça se comporte dans le temps? Parce que là, l'impression 3D, il y a plusieurs technologies. Celle qui est prédominante aujourd'hui, c'est le PLA. Qui est prédominante Disons à que l'usage de monsieur, madame, tout le monde. Voilà, C'est tout à fait. On peut facilement avoir chez soi. Ouais.
Oui, c'est vrai. En fait, tout à l'heure, on avait commencé à effectivement discuter quand que quelqu'un nous dise mais vous avez pas de son, on n'entend rien. Et effectivement, on avait commencé, enfin, Alfinor nous fait un peu le tour des différentes technologies accessibles actuellement pour l'impression 3D. Peut-être qu'on pourrait D'accord. refaire un. C'est vrai Oui, que j'ai c'est vrai qu'on a divergé. sauté cette partie. Ouais. Donc, première technologie, dépôt de filament. C'est ça, en ce fait. qu'a utilisé pour faire ça. Mhm. L'imprimante va venir faire des tours et poser un 0,1 mm de couche. Et elle va faire ça jusqu'à arriver Donc on va en faire haut. fondre le plastique de base pour le rendre malléable et voilà, et l'imprimer. Tu l'imprimes à l'envers en fait celui-ci? Parce que la Ceux-ci pièce sont est imprimés à l'envers, parce qu'en fait, c'est c'est ça très qui est la simple. contrainte. Une imprimante à dépôt de filament, on peut pas imprimer dans le vide. Ouais, parce qu'il faut toujours un support en fait. Les bras, par exemple, si je les imprime comme ça, il faut créer des supports. Mais également la tête, puisque Bah, trop là, bien. il y a un surplomb. Alors si je l'imprime comme ça, grosso modo, mon impression finale va ressembler à une espèce de cube sur lequel il va falloir enlever tous les supports, un par un, et ensuite poncer. Je raconte pas la galère. Le principe du dépôt, c'est de déposer. Et pour déposer, il faut avoir quelque chose sur lequel on dépose. Alors que si je l'imprime comme ceci, eh ben, déjà, il n'y a pas de support pour la tête. En fait, il y a une règle de plus de 45 degrés d'écart. On supporte plus. Normalement, c'est même 30 degrés sur les imprimantes actuelles. Et cela peut aller jusqu'à 45 degrés, comme sur ce magnifique modèle, si l'imprimante est optimisée. Autant vous dire que c'est une très bonne imprimante qui a fait le cube. Une excellente imprimante. C'est la tienne. Ouais. Non, ça permet en fait vraiment de voir si... Ça, c'est le benchmark parfait, le torture test, pour voir si une imprimante est capable de sortir un truc aussi compliqué. Ouais, parce que c'est beaucoup C'est dommage, plus on n'a facile pas un modèle avec des supports, supports. Ouais. Eh bien, ce sera peut-être le sujet... Bah oui, dans la journée, on doit en voilà. avoir. Ouais. Parce que là, en fait, l'imprimante, grosso modo, J'en ai depuis que je sous la suis main, arrivé... s'il vous plaît, mais pas pour ce type d'imprimante là. Ouais. Faut aller Mais chercher. si tu peux aller chercher, tiens. Ah bah voilà, on va utiliser le support de micro, waouh. C'est un autre prototype d'ailleurs, celui-ci n'est pas fini. Et on n'a pas entendu le POC. Bah en même temps, nous on va pas l'entendre, mais c'est les gens. Voilà. Incroyable. Et du coup, là, si vous voulez voir un petit exemple de cette pièce qui n'a pas été terminée, à l'intérieur, en fait, ça remplit. Alors j'espère que voilà. Oui, on le voit. Ouais. Ça remplit avec ici un espèce de petit quadrillage pour éviter que l'intérieur, pour renforcer l'intérieur de la structure. Parce qu'il faut pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est quand même que moins on met de matière à l'intérieur, moins ça coûte cher et plus ça imprime rapidement. Et donc une des solutions, c'est bien sûr de ne pas remplir les objets, mais de leur donner une structure suffisamment costaud à l'intérieur. Donc la technique, c'est de faire comme ce que Bouffe vous a montré, soit en nid d'abeille, soit en quadrillage, de sorte d'avoir quelque chose qui se tient à l'intérieur et pas juste une enveloppe vide. Et il qui existe s'écraserait sur elle-même. une infinité de remplissages possibles en plus. Et voilà, et plus on veut un objet costaud, plus on densifie l'intérieur. Dans l'absolu, on pourrait très bien le remplir complètement, mais ça mettrait un temps infini Et puis ça, à faire. puis ça serait pas forcément Et plus ce serait pas efficace. forcément Donc plus là- solide. Il y a des études qui ont montré... Enfin là, il y a un site très célèbre qui a fait des tests il n'y a pas très longtemps sur le remplissage et sur les épaisseurs. Et en fait, au-delà d'une certaine épaisseur, et ben en fait, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus fragile. Donc ça, c'est un différent type d'imprimante qu'a fait ce produit-là, mais en fait c'est un embout de tuyau, un raccord de 3 tuyaux, et en fait on voit en dessous en fait donc les supports qui ont servi à supporter cet objet lors de l'impression en fait, pour faire aussi du équivalent couche par couche. Donc ça nous permet de faire d'ailleurs une transition puisque outre les impressions en filament fondu qu'on peut trouver facilement, c'est aussi quelque chose qu'on arrive à trouver de plus en plus facilement parce que ça c'est pas si gros que ça maintenant. C'est les imprimantes qui impriment grâce à des bains de résine. Alfinor, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce type de... Alors l'impression à bain de résine, ça reprend en fait les principes de la stérolithographie, procédé qui existe depuis les années 70 à peu près, qui a été modernisé. Et en fait aujourd'hui, grosso modo, une imprimante à bain de résine, c'est un vidéoprojecteur qui va projeter une image sur un bain de résine pour la solidifier. La résine va monter et projeter une image supérieure en fait à chaque fois. Répéter, je ne vais pas dire à l'infini, mais répéter sur des valeurs absolument dingues comme sur ce modèle-là. C'est une solidification aux UV, non, c'est ça? C'est ça, tout à fait.
C'est un projecteur UV en UV fait. sensible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, niveau mécanique, à part le plateau, enfin le truc qui supporte le. Ouais, on n'a plus le fait de se déplacer sur Voilà. plusieurs axes, enfin sur 3 axes comme les impressions à filament avec une tête d'impression. Effectivement, on projette tout d'un coup et donc on a juste à surélever l'objet petit à petit pour le sortir du bain pour faire la couche d'après en surface de la résine. Voilà, vous imaginez bêtement, vous avez votre plaque de départ qui traîne, qui est plongée dans la résine. Et au fur et à mesure, on va projeter comment ça s'appelle, des UV ouais. sur la plaque au final, qui est baignée dans la résine. La résine durcit, se colle à la plaque, et ça fait la première couche. Puis ensuite, ça monte de 0 à 1, enfin selon la résolution, ça monte d'un certain nombre de hauteur. Puis ça fait la deuxième image, hop, la troisième. Et en fait, cette pièce-là a été montée comme ça. La plaque, elle était là. Tac, elle était dans la résine et au fur et à mesure, on est monté et au fur et à mesure, ça a imprimé. Et celle-ci fait une qualité de surface d'impression qui est assez. Ouais, assez c'est ce que je phénoménale, voyais, c'est assez impressionnant. On est sur quelque chose de super lisse, on voit quasiment pas les différentes couches successives. Et c'est assez impressionnant. Et le Hulk qui est devant, c'était aussi c'était un benchmark en fait de ce type d'imprimante en résine. On va se faire attaquer par Disney. Ouais, c'est dommage. ce petit. C'est Bulk peut-être. Non, il est violet Bulk. Ce petit bonhomme gris. Enfin, voilà. Et par contre, celui-ci a été. Ah oui, il est imprimé, gris. Du coup, c'est bon. A été C'est la imprimé- couleur d'origine du personnage, il me semble bien. Il n'était pas vert au départ. En tout cas, celle-ci a été imprimée sans nid d'abeille à l'intérieur. D'accord. Et donc, elle est juste super lourde parce qu'elle est complètement pleine. Et par contre, on voit, si on regarde de près, on a tous les petits points d'accroche des supports qui ont été utilisés pour l'impression. Parce que pareil, celle-ci, elle a été imprimée à l'envers et sortie petit à petit de son bain. Et c'est le problème, c'est que les jonctions avec les supports, manuellement, il faut repasser derrière pour les enlever. Et c'est pareil. On perd un peu du côté tout prêt, chaud à la sortie du four. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, même avec les imprimantes à dépôt de filament, il y aura toujours des supports à retravailler, à poncer, découper. Ça commence avec les imprimantes 3D filaments. Bicomposants. On parle de en général, on a une tête d'impression qui fait fondre un filament petit à petit. En fait, on peut avoir plusieurs têtes d'impression au même endroit, ce qui fait qu'on peut changer à la volée de type de matériaux. Voilà. Maintenant, on a des matériaux qui sont solubles dans l'eau. Tout à fait. Et en fait, on peut directement créer les supports avec le matériau soluble dans l'eau. Alors, sachant que Et après, on fait tout fondre dans l'eau. créer le support complètement en matériaux solubles n'est peut-être pas forcément la solution. Non, mais il suffit de faire la jonction en matériaux. La jonction, solubles, voilà, et, tout à fait. À partir de là, Le logiciel, en fait, maintenant, le filament soluble est beaucoup plus cher que le filament normal. Du coup, on a tout intérêt à en utiliser le minimum possible. Et ce qui est intéressant avec le soluble, c'est que vous zappez toute la partie repréparation de la pièce. et c'est un gain de temps. Un gain de temps, oui. Après, est-ce que c'est le même plaisir? Là, il y a quelqu'un sur le chat qui nous disait, qui nous donnait une marque d'imprimante pliable. Et en fait, son imprimante pliable, Alfie, c'est pas une marque, c'est lui qui l'a fait lui-même. Ouais. Et qui nous parle aussi qu'il y a des... Ah oui, non, du coup, c'est pour la même. Et il nous disait que HP avait sorti une machine SLS, donc je suppose que c'est ça, c'est cette technologie-là, SLS. Non, SLS, c'est de la poudre, je crois bien. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est une techno qu'on n'a pas encore parlé. Merci pour la transition, on Voilà. va en parler. Qui est pour faire de la série qui est économiquement intéressant vis-à-vis de l'injection. Ouais. Donc l'imprimante à poudre, on va dire que c'est un peu le même principe que c'est la résine. Sauf que là, en fait, on vient déposer une couche de poudre, comme on peut dire, qui va venir ensuite se solidifier avec un laser. Petit à petit, qui localement va faire fondre la poudre, et donc elle va se solidifier avec ce qu'il y a aux alentours. Et couche par couche, on va faire la même chose en fait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on peut utiliser encore d'autres matériaux. On n'est pas obligé d'utiliser du plastique. Des imprimantes SLS à métaux, tout bonnement incroyable. Le truc vraiment bien avec ce type d'impression, c'est qu'en fait, là, il n'y a plus besoin de support. Parce que le support, en fait, c'est un espèce de gros bain de poudre. Et finalement, on est posé sur la poudre qui est... Il y a quand même des supports. Ah ouais ?
J'ai vu sur la dernière vidéo que j'avais vue, c'est donc une imprimante à poudre métal, et on voyait vraiment les supports en fait qui soutenaient justement la pièce, parce que en fait c'est toujours le même problème. La poudre en elle-même, euh, est-ce qu'elle pourrait supporter? Ouais, vu qu'elle est fluide. Voilà. Donc pour pas que ça bouge, il y aura forcément des supports. Mais tout à l'heure, je parlais de pompes. Ouais. Avec le boulot, on a essayé de faire des pompes péristaltiques. Au début, on était tombé sur un modèle, un logiciel qui s'appelle OpenSCAD qui permet de faire de la modélisation 3D. Et d'une pompe péristaltique qu'on avait essayé d'adapter pour nos débits et nos tubes. Et donc, on avait fait faire ça par une boîte qui fait de l'impression filament. Ça nous avait coûté un demi-bras. Et le résultat était très propre. Hein. C'était un modèle qui était très joli, en fait, tout était ouais, toutes les pièces de la pompe étaient imprimées en une seule fois et donc étaient suffisamment proches mais éloignées les unes des autres pour en gros c'est une sorte d'engrenage qui permet dès la sortie on enlève un peu la poudre qui dépasse et hop ça permet de tourner tout seul. Cool. Mais le problème c'est qu'on était sur des contraintes d'épaisseur, enfin de jeu qui étaient trop importants sur ce que nous on voulait comprimer comme taille de tuyau, parce qu'on voulait comprimer de l'ordre du millimètre et en fait le jeu nécessaire pour imprimer sans que les bords se touchent était d'un ordre de grandeur trop proche de ce qu'on voulait pour pincer. Donc rapidement on a été voir ailleurs parce que faire du prototypage quand ça te coupe un demi-bras, c'est pas une bonne idée. Donc nous direction Fab Lab, impression 3D qui s'est fini par faire de la découpe laser. Mais c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que là on parle vraiment d'utilisation professionnelle de l'impression 3D. Ouais, professionnel, faut le dire vite, hein. C'est prototypage c'est quand même du do it yourself. Ouais. Mais ça reste quand même un usage professionnel, puisque je pense pas que cette pompe-là soit utile chez un particulier. Ah si j'ai des velléités de faire une machine à cocktail avec ça. Je pense voilà. En fait, nous ne sommes pas des particuliers, mon cher. Voilà. Partenaires particuliers. Effectivement. C'est le matin, on va te parler. En fait, ce type d'accès à des matériaux, des outillages de ce type-là, permettent après de faire du prototypage et de la petite série, on va dire, on va avoir des personnes qui vont se permettre de cette façon-là de lancer des Kickstarter, par exemple, quand ils ont un projet assez sympa, ils n'ont pas de quoi convaincre le très grand public et avoir une masse énorme de gens quand on parle d'injection, tout à l'heure on parlait d'injection, c'est injection de plastique dans des moules, ça coûte cher de faire des moules, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire pour 3-4 objets, même quelques centaines, il faut faire beaucoup plus que ça. Et donc si on n'a pas convaincu un industriel de nous vendre notre super projet, on n'est pas prêt de le sortir. Alors qu'avec ce type d'outils, même si ça prend du temps, parce qu'effectivement c'est quand même assez long à faire, on peut faire des petites séries et déployer comme ça un prototype auprès d'un public, de voir si ça marche et peut-être derrière convaincre un peu plus de monde et passer à des technos un peu plus classiques de production. Là en fait on reste toujours dans un domaine très particulier de l'impression 3D, puisque il y a une volonté professionnelle derrière, pour un Kickstarter par exemple. Moi je voudrais... Enfin, le but en fait de cette matinée, on pourrait dire, à la base, c'est on va parler surtout de l'impression 3D utile pour les particuliers. Voilà. À quoi elle va servir, pourquoi vous ne devriez pas forcément acheter une imprimante 3D aujourd'hui, et puis voilà, quoi vous attendre en fait si vous achetez la dernière Dagobert, Disco machin truc. Oui, elle est montée à l'envers, c'est la première imprimante montée à l'envers. Voilà, donc là je vais prendre un exemple parfait qui est ici. Voilà. Ça, c'est un modèle trouvé sur internet, pas les clés, hein, juste le support. Et en fait, le principe c'est de reprendre le couteau suisse, on met nos clés dedans, on range, et voilà. Et ça, c'est un petit truc qu'on a pu voir sur Kickstarter il y a quelques années. Je crois que c'est un des premiers que j'avais vu d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, c'est dispo gratuitement. On peut se l'imprimer. Surtout que c'est des modèles relativement simples à faire. Ouais, c'est très simple à faire. L'avantage de la communauté est quand même assez large sur les propositions de modèles 3D. Et surtout, une bonne partie de la communauté est très contente d'avoir trouvé à ses débuts des modèles gratuits. Donc on repropose ensuite de plus en plus compliqués, de plus en plus personnalisés. Parce que là, c'est juste des petits volumes à imprimer avec des trous pour y passer les clés. Donc et ça, en fait, un modèle comme ça, je pense qu'il a dû mettre 1 heure à peu près pour s'imprimer.
sont relativement basiques. Sur des modèles plus gros, bah tiens par exemple le Hulk là-bas, il a mis combien de temps? Combien de jours? Ça, j'en ai aucune idée. D'accord. On en discutera avec Romain, qui sera notre invité Ah, tout à l'heure, génial. qui s'occupe, qui est le Fab Lab manager du Fab Lab dans lequel je vais pour le boulot. D'accord. Et c'est lui qui fait tous ces tests-là. Parce qu'une impression comme ça, en fait, à vue de nez en dépôt de filament, je pense qu'il y en a pour une vingtaine d'heures facilement. Tu considères qu'elle est pleine ou tu considères que tu l'as fait creuse? Ah oui, en plus elle est pleine. Ouais, là, elle est totalement Ouais, c'est ça pleine. qui est. Mais bon. Un truc En comme une ça, ça n'a vingtaine aucun de jours. intérêt. L'avantage, en fait, c'est du fait qu'il est plein, il est hyper stable. Oui. Par contre, on aurait très bien pu le faire creux et au moment de le finir, au niveau des pieds, couler une résine dedans. Tout qui à coûte fait. beaucoup moins cher parce que c'est des résines qui coûtent assez cher aussi, ce type de résine. Donc, C'est quel ordre à peu près? et bien, Très pareil, venez à 15h, on pourra Oh poser oh. tout ce genre de questions. Alfie, n'hésite pas à te mettre sur le ask et poser des questions. Le Ask. Bah, c'est le petit module de questions, là, on reçoit des trucs. Non, je viendrai sur le plateau poser mes questions. Puis, si tu veux. Pas de problème. Bon, voilà un exemple. Mais bon, ça reste des clés. Après, quels autres exemples pourrait-on trouver? Bah tiens, le petit support qui est juste là, qui m'a servi de mug hier. Vous voyez les tuyaux n'ont pas été imprimés en 3D. Ça, c'est un élément en fait qu'on trouve dans le commerce. Mais ça pourrait. Ça pourrait, oui, sans problème. Mais après, pour des raisons de contraintes techniques et mécaniques, c'était plus facile de les acheter. Ça vaut pas très cher. C'est destiné à la base à envoyer de l'air ou un liquide dans une direction sur des machines-outils. Ces petits trucs-là, bon, ça vaut pas très très cher. Par contre, la base, d'ailleurs, on voit le magnifique remplissage. Je sais pas si on le voit à l'écran. Non, Je pense pas assez. La lumière venant de. Alors, voyons voir. Si on commence à le voir à peu près, en fait là on arrive à voir le remplissage interne, ce remplissage. On va aller vous chercher une lampe pour voir mieux, Ouais. mais en fait là tout l'intérieur, si je le regarde à travers une lumière, c'est un nid d'abeilles à ouais. l'intérieur. Et donc ce petit support là, ben, c'est pareil, c'est un truc qui est modélisé très facilement avec le filetage adapté justement aux tiges bleues et ensuite assemblé. Une pièce comme ça, il y en a eu pour 3 heures d'impression. Alors, maintenant tu le mets en face et voilà. Et voilà, c'est magique. On a cramé la caméra. Voilà. On voit bien le remplissage en nid d'abeille. Alors, quel est l'intérêt? On va dire que c'est joli. Voilà. Là, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à faire un nid d'abeille ou un remplissage classique en quadrillage. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, hier, je suis arrivé, on m'avait déjà demandé 3 ou 4 projets différents de pièces dont on avait besoin pour ce week-end. Plutôt que d'aller les acheter, ben, on les imprime. Voilà. Bah, surtout que c'est pas forcément des trucs qu'on peut trouver dans le commerce en fait. En Tout général, à fait. Si je reprends les supports les petits trépieds sur lesquels tu peux poser les caméras, bah en général on rachète un trépied parce Ouais, que bah mince, c'est c'était ça, pas le ou- bon pas de ou- vis, c'était pas le. Voilà, Tout à fait. ou alors tu vas passer des heures à trouver le boîtier qui va correspondre à ton modèle je sais pas, de webcam ou de petite caméra. Surtout que là, ce qu'on utilise, ce avec quoi on est en train de filmer, vous verriez la tête. Je posterai une photo sur Twitter tout à l'heure. C'est vraiment du do it yourself. C'est Ça tient avec du scotch, hein, c'est pas une blague. ah oui, non, c'est tout. Je vais vous prendre une photo maintenant. Je vais vous la poster. Vous allez voir. Quelque chose me dit également que je vais devoir m'absenter quelques secondes pour aller vous chercher une impression qui s'est terminée. Ah bah oui, On n'entend plus de bruit. les supports. Ah ouais, je la vois alors, arrêter. Avant de dormir, Alfinor a lancé la production en masse de ces Supports ces de petits micro. supports de micro. On en a lancé 8 d'un coup. Voilà. Et du coup, je vais y aller. Je reviens dans quelques secondes. Et là, cette fois-ci, en fait, je vais carrément amener le plateau. Donc, effectivement, Alors, en attendant, si vous voulez, un autre petit objet, c'est un des premiers objets que j'ai imprimé avec mon imprimante. C'est un support pour poser mon casque sur mon bureau, sur le côté de mon bureau. Donc, hop, on le fixe. Ah bah oui, mais cette table-là, forcément, elle est trop épaisse. On vient mettre ça dans le côté du bureau. On visse, mais le pas de vis et la grosse vis ont été imprimés en 3D. Hein, ça a été imprimé en 3D. On vient le fixer sur le côté de la table. Et comme ça, je peux facilement accrocher mon casque. Et ça, pareil, c'est une petite impression qui a duré peut-être 4-5 heures, un truc comme ça. dans l'absolu, ça se tient pas sur la table, mais il y a pas grand chose à faire pour le rouvrir sur un outil d'édition 3D.
Exactement, il étendre suffit, la partie qui voilà, nous intéresse. cette partie-là, on la descend de 2 cm et hop, elle sera adaptée à cette table-là. Donc on peut... Ce modèle-là, je l'ai pas touché, mais effectivement, tous les modèles qui sont sur Internet avec un logiciel, on peut tout à fait le modifier et en faire ce qu'on veut, parce qu'on veut que cette partie-là soit un petit peu plus grande, ou parce qu'on voudrait, je sais pas moi, changer la forme, parce que sur notre, comment ça s'appelle Ce Euh, serait plus joli. oui, ce serait plus joli, ou alors c'est, je sais pas, on fait un support pour quelque chose, mais là on voudrait mettre le support, bah il y a un petit endroit où on peut rien poser, du coup on va rajouter un petit creux, je sais pas. Ouais, après, c'est assez c'est personnalisable à volonté. En Voilà, fait. c'est ça. On part de choses déjà faites et puis on les modifie petit à petit. Alors, Alfinor, t'as ramené ta pelle à pizza. Tu Tout nous à expliques fait. Pourquoi C'est pour les pancakes. Du Alors, matin, ça tombe bien, j'ai pas beaucoup déjeuné. Comment appelle-t-on un pancake? Qui est tombé dans la neige le soir de tombé dans la 31 neige. décembre. Voilà. Est-ce que l'on dit réponse P? Alors, voici l'impression en fait Tiens qui ton s'est micro déroulée. pour, tu fais ça Non, devant, bah je peux. Tu peux le poser sur ton C'est support pour de- montrer que c'est facile, je fais ça à une main. Voilà. En fait, bah ça c'est quoi? C'est le plateau de mon imprimante. L'intérêt en fait de cette imprimante justement, c'est que hop, j'embarque le plateau, qui est une plaque de verre en fait à la base, sur laquelle j'ai collé une surface collant, enfin adhésive, on pourrait dire. C'est une forme de plastique, céramique, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça marche très bien pour l'impression 3D. Bah là, en fait, ça, c'est les pièces, c'est le modèle qui est ici. Donc celui-là n'était pas terminé, vous voyez. Que j'ai lancé hier, avant d'aller me coucher, enfin tout à l'heure exactement. Et bah là, en fait, c'est assez marrant, c'est que ça tient, quoi. Ouais, C'est t'as génial. confiance parce que c'est quand même une plaque de verre en dessous, faudrait pas que ça lâche. Hein. Voilà. Ouais, on va éviter. Non, ça tient très très bien. On va éviter les bêtises, De surtout toute à cette façon, heure-ci. ça a intérêt à bien tenir parce que la tête d'impression se déplace au-dessus, mais enfin, quand on parle de 3 axes tout à l'heure, il y a un des axes, c'est le plateau qui bouge. Tout à fait. En fait, si le support, enfin ce qui est imprimé n'est pas bien adhéré, quand le plateau il va bouger, si la pièce reste sur place, c'est un peu C'est problématique. exactement le problème en fait. Après, le plateau n'est pas forcément mobile, hein. Il y a une imprimante qui s'appelle l'Hypercube, qui est un modèle donc sur internet, qu'on peut trouver sur internet, qu'on peut faire soi-même avec toutes les pièces, les listes complètes de toutes les pièces. Et dans celui-là, bah, ils ont choisi de faire déplacer la tête complète sur 3 axes, plutôt que le plateau. L'intérêt, c'est surtout de limiter l'inertie du plateau, puisque le plateau est lourd. Si le plateau se déplace, ben à chaque fois, hop, ça va faire un petit décalage, une petite vibration en plus. C'est pas forcément le plus adapté. Il y a des moyens de contrebalancer l'inertie. C'est ce que j'ai fait sur mon imprimante. Donc, on va revenir là-dessus. Si vous voyez, en fait, l'imprimante a imprimé en simultané les 8 pièces. Hop. Et en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'on voit des petits défauts d'impression qui sont quasiment les mêmes sur toute l'impression. Ces petits défauts, ça peut être... je pense que là, j'ai... Ouais. C'est des défauts qui sont juste esthétiques, mais ça gênera pas l'utilisation de la pièce. Donc là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement décoller en fait cette surface. Et on va ensuite analyser ça. Ah oui, tu vas de bon cœur. Donc une fois que là tu as décollé ça, t'as un traitement à faire, tu as un nettoyage à faire sur le plateau. Alors le adhésif. plateau, celui-ci est plutôt bien foutu. On va dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de le nettoyer, mais je conseille quand même de prendre un petit peu d'alcool à 70 pour nettoyer. nettoyer le plateau. Oui, pas le boire. Alors ce qui est marrant, c'est que là en fait, en enlevant ce support-là, certaines pièces se sont directement décollées. C'est assez incroyable. En fait, ce que j'ai imprimé, T'as vraiment la base, le support sur lequel est imprimé le truc. voilà, C'est tout à fait. Et ça, en fait, on Ouais. appelle ça un radeau. Ça permet en fait de corriger des fois des petits défauts de l'imprimante, c'est-à-dire que la pièce va vraiment coller parfaitement au plateau si j'utilise un radeau. Alors ce radeau, c'est quoi? C'est une pièce en fait qui a été imprimée mais à très basse vitesse. D'accord. C'est-à-dire que si l'imprimante imprime, admettons, à 4800 mm à la minute, à l'heure, je ne sais plus, enfin bon. Et bien en fait, ceci va s'imprimer à 20% de cette vitesse-là. Et du coup, l'adhérence va être parfaite. En impression 3D, on rencontre beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'adhérence. Et là, ça permet d'en corriger très facilement. Ça prend un peu plus de temps.
Mais le fait je que tu pense- imprimes à 20% et que Ouais. ça te fait quelque chose de plus adhérent, plus solide, Ouais. tu pourrais dans l'absolu faire toute ta pièce à cette vitesse plus Ouais, faible, pour mais avoir ce une sera- pièce de meilleure Mais qualité. ça serait beaucoup Tout à plus fait, long. mais ce serait- Bah là, par exemple, ces pièces-là, elles sont mis à peu près 5 heures, 5 heures et demie pour s'imprimer. Si je les imprimais à 20%, ça prendrait 5 fois plus de temps. C'est ça? Ouais. Oh, je suis bon en maths. Alors, vous voyez, Ouais, c'est je suis nul en maths. les petits osselets magnifiques. Et en fait, bah, ça va être les supports de micro que vous allez retrouver un petit peu sur Ça, tous les pour se plateaux. faire du cosplay, Ouais, des trucs géniaux. Eh ben, il y a une conférence là-dessus dimanche, il me semble bien, sur justement l'utilisation de l'impression 3D pour les cosplays. Effectivement, ça c'est le genre de truc, vous imaginez une pièce d'armure, Avec plein de petites. voilà, avec plein de petits alliés. machins, vous imprimez ça en 3D, alors, c'est beaucoup nous plus simple allons que ce qui inaugurer est... Super léger en plus. le donc, support. Regardez, c'est incroyable. tada. Donc ouais, là les derniers sont un peu collés et le radeau a du mal à se décoller des pièces. Et le risque si tu forces comme un bourrin, c'est que la pièce elle se sépare pas entre le radeau et la pièce. Ouais, mais, c'est ce qui a commencé à arriver ici. mais ça après, ce qui joue aussi, c'est on parlait tout à l'heure donc de remplir une pièce avec un truc en nid d'abeille ou voilà, un remplissage creux. Et en fait, bah, un des paramètres sur lesquels on va jouer pour la qualité de l'impression aussi, c'est l'épaisseur du pourtour de la pièce, Exactement, de la ouais. coquille extérieure de la pièce. Et bon, plus elle est fine, plus elle sera fragile, plus elle est épaisse, plus elle sera solide, mais mettra du temps à être imprimée. Tout à Donc fait. là, je pense que pour celle-ci, on arrivait un peu à la limite en se disant, bah, un peu plus épais aurait été peut-être un peu moins fragile. Mais bon, pour faire des supports de micro, Pour des supports de micro, ça suffira Vu le amplement. poids du micro, oui. c'est pas mal. Sachant qu'il est tout à fait possible de mettre une couche extérieure, une seule couche par exemple. Ça tiendra quand même, ce sera presque transparent tout à fait. Et ce sera justement le sujet d'une autre impression qui sera là dans le week-end. Faire des vases, des lampes, tout ça. Ouais, après, tu peux jouer sur les épaisseurs et les différences de lumière qui passent à travers. Tout à fait. les épaisseurs, Parce que là en fait de base ce filament là n'est pas transparent. C'est du filament qui est plein, qui est gris. Et là vu que j'ai mis deux couches, eh ben, on voit vraiment à travers, quoi. C'est incroyable. Et après, il y a, C'est il y a génial. tellement de couleurs et de types de Voilà. filaments. Parce que là, effectivement, sur le plateau, on a que du gris actuellement. Ouais. Mais vous trouvez finalement d'absolument toutes les couleurs. Il y en a même des filaments fluorescents, des filaments transparents, phosphorescents, des filaments avec composites, avec des fibres de bois, des... Je sais pas ce qu'on peut trouver d'autre en composite. Il y a filament nylon, filament. Il y a également. ouais, flexible. On commence à trouver de parlait l'impression de la- carbone aussi. Ouais. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va obtenir des pièces relativement solides et Et très, légères. très, très, très légères. Je sais pas en termes de poids par rapport au PLA ce que ça donne. Bon, après, la grosse blague, c'est qu'on dit qu'il y a plein de filaments. Le problème, c'est que chaque filament a ses propriétés de Voilà. température de fusion Ouais. la plus intéressante. Et ben, faut C'est tester, faire Pas un encore test pour monsieur tout le monde, on va dire. pour voir, bah, effectivement, quand Monsieur on et va madame vouloir tout le monde. une pièce, on l'a fait en bleu, on la veut en rouge maintenant, et ben peut-être qu'on aura 3 heures pour imprimer un truc, pour tester différentes températures de fusion, pour trouver la nouvelle bonne température de fusion pour le rouge. Et sachant que ces températures-là sont données normalement par le constructeur, mais ça dépend énormément de votre imprimante. Là, ce filament que j'utilise, je crois qu'il est conseillé entre 190 et 225 degrés. Sur l'imprimante que j'ai là, à 200 ça passe. Et je pense que même à 190 ça devrait passer. Et ça ne serait pas forcément avec une Dagobert. Non, elle est pas encore à ce point-là. Et après, Voilà. je suppose que la température de fusion aussi, Ouais. pour un filament donné, si on monte un peu trop haut, on a un plastique qui met plus de temps à refroidir, et donc qui va potentiellement se déformer un peu plus avant de prendre sa forme définitive, donc c'est Exactement. ça. Et en fait, c'est ça en fait tout le problème des imprimantes à l'heure actuelle au niveau des contraintes techniques. Le refroidissement du PLA. Mais l'environnement dans L'environnement lequel, quand tu imprimes, alors ton imprimante elle est Ouais. à ciel ouvert, on va dire, mais t'as pas de ventilateur dirigé Ouais. sur ta pièce pour refroidir, mais c'est un truc qui est faisable ou qui Bah, existe si en déjà fait, sur mon imprimante, il y a deux ventilateurs qui refroidissent la pièce. D'accord, mais ça le fait juste au moment où ça dépose en fait, parce que c'est Ouais. sur Oui, la oui. d'impression. Mais sachant D'accord. que le PLA, en fait, a une température de fusion, je crois, qui est
autour de 190 degrés, enfin entre 190 et 235, suivant les couleurs et les marques. Dès qu'on redescend en dessous, il redevient solide. Il n'y a pas d'état gazeux. Il n'y a pas besoin on va dire, de refroidir plus longtemps que le temps Alors, que la tête d'impression se déplace pour faire ta pièce. Il y a quelque chose en fait Après, qu'il tu faut voulais prendre en prendre la compte, vitesse aussi. c'est la rétractation du filament à ce moment-là. Parce que si on refroidit la pièce trop vite, vous avez déjà vu du plastique sous l'eau? Voilà, ça se rétracte. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il faut faire très attention justement à la rétractation, qui peut déformer vos pièces, qui va les arrondir, qui va faire plein de choses. Et ça, c'est une science assez particulière. C'est vraiment du MacGyverisme. Non, techniquement, la science de déformation des matériaux, c'est un sujet d'étude. Pour le sujet, pour des professionnels. Voilà, mais après, effectivement, dans l'absolu, Mais si pour vous vous lancez là-dedans, vous pouvez faire des estimations de potentielle rétractation et Ouais. déformer votre pièce au préalable dans le modèle 3D pour tenir en compte de la déformation. Mais au niveau professionnel, très bonne transition encore une fois. Il y a quelques temps, en fait, j'ai vu un article sur une imprimante 4D. Qui imprime dans le temps. Voilà. Enfin, Le principe- 5 heures à imprimer un truc, donc Non, au début, non. t'as un objet, et puis il est C'est il pas ça évolue du dans le tout. temps. Elle prend en compte la déformation de la pièce avec le temps. C'est-à-dire que la pièce est imprimée à plat et elle est prévue pour se déformer au final et montrer la pièce en fait. Enfin, créer une pièce en fait qui va être déformée au final. D'accord. C'est la 4D. Sachant que ça, on peut tout à fait le faire nous-mêmes avec une impression comme ça. Un coup de chalumeau, on la déforme. Voilà. C'est un peu plus do it yourself, mais. Voilà. La 4D du MacGyver. quoi. Voilà. Mais donc, au niveau de la rétractation, oui, c'est un des gros soucis à l'heure actuelle. Mais ça peut également Bah, être une solution pour c'est d'autres. aussi, je pense, un peu pour ça qu'on a des pièces. Alors, outre le fait que c'est plus résistant, on a des pièces épaisses. Ouais. Parce que plus on est épais, moins la rétractation joue en fait sur la forme globale de l'objet. Plus on a quelque chose de fin et plus on va avoir quelque chose qui se déforme. Ce qu'il y a de... on voit tout à fait. Ça, c'était le radeau. Je peux le déformer. Et admettons que ça, à l'heure actuelle, ça va servir à rien aujourd'hui. Si on peut faire des frisbees avec. Mais on peut faire un frisbee, par exemple. 4 size. Ouais. On va crever des yeux si on fait ça. Mais, c'est une très par mauvaise contre, idée. La ce qu'il y a- caméra surtout. ce qui est assez intéressant- Fais gaffe. On s'en fout, mais les Ouais. caméras. Ce qui est assez intéressant, c'est que là, en fait, le produit est fini, il est plat. Tac. Mais si j'arrive, pareil, avec un sèche-cheveux ou autre pour lui donner une forme en cosplay, Capteur thermique, mais- ouais, un décapeur thermique, je lui donne un angle, je le chauffe, je relâche et la pièce va garder sa forme. C'est des possibilités Alors, assez incroyables. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas des matériaux qu'on va utiliser sur des contraintes de température à fait. élevées. Le PLA est considéré comme hautement inflammable, de toute façon. Donc, Ah, cool. c'est un produit dangereux. Il va falloir que je regarde. Parce que Ah bah, ce que faut je faire- comptais faire, c'était. Ouais, non, ça va, c'est sur les températures. Pas extrêmement. Et disons que ça brûle aussi bien qu'une bougie. Faut faire gaffe Est-ce sur que les tu peux impressions. imprimer hein. des bougies en 3D. En théorie, en oui, PLA. En avec un théorie, dépôt de oui, cire, ouais. tu vas imprimer. Ouais, bah, tiens, ça va être, C'est ça qui est Un incroyable, c'est qu'en filament fait, de dans l'absolu, de cire, on peut ça doit pouvoir déposer se tout, faire. À partir du moment où Tout. il y a une tête d'impression qui se déplace sur Voilà. 3 axes. Mm. On peut les faire imprimantes à pizza existent depuis des années. Tous les professionnels, les pizzas surgelées, tout ça, c'est le même principe qu'une imprimante. Hein. C'est pas l'être humain qui va venir et déposer. Ils ont déposé le coulis comme ça. Voilà. C'est ça. Ou les Moi, gâteaux, c'est pareil. Quand je tu sais que déposes j'avais une ganache vu- sur un gâteau, genre. J'avais vu une imprimante comme ça, parce que c'était vraiment une imprimante à pizza, dans un ferry quand je suis allé en voyage scolaire en Angleterre. Et c'était il y a une vingtaine d'années, ça. Ouais. Mais justement, Estelle était en train de demander peut-on imprimer des vrais pancakes qui se mangent? Dans l'absolu, oui. Surtout qu'un pancake, c'est assez simple. Il n'y Niveau a, forme, y a, c'est pas, pas y a- compliqué. y a Ouais. pas plusieurs ingrédients, entre guillemets, tu déposes la De toute façon, pâte et c'est là, fini. Mais il existe des imprimantes Des- à pâte. des imprimantes à C'est crêpes, ouais, j'ai transférer déjà vu. Ouais. La pâte, avec Voilà. qui est une viscosité Mm. pas forcément bien gérée, mais après, plus ton plateau chauffant, il suffit qu'il chauffe un peu plus et ça te le cuit à la volée, et basta. Et il y a 30 km qui nous disait que les lions du stade de Lyon, ils sont faits en impression 3D en plusieurs semaines grâce à une imprimante FDM accrochée sur un bras robot. Ouais. Je vois pas du tout à quoi ressemblent les lions du stade de Lyon. Eh ben ça, en fait, c'est une imprimante Delta, je crois, qui a été utilisée. Et il y a pas mal de vidéos qui tournent avec des protos d'impression de maison Ouais. en béton, en 3D Mm. en fait. Bon, alors, tu mets plus Ah. de temps à construire l'impression de 3D autour de la maison, mais
Mais bon, c'est des prouesses qui sont assez rigolotes. En fait. Bah, pas forcément en fait, parce que si on prend le principe de l'imprimante Delta, en fait il suffit juste de 3 axes. C'est encore une imprimante différente en fait des autres, parce que là il y a 3 axes, mais en fait c'est 3 tiges. En format gigantesque, en fait, en format maison, ça pourrait tout simplement être des grues qui soutiendraient une tête avec des câbles. Et en fait, ben, la tête va. De toute façon, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais le nerf de la guerre derrière l'impression 3D, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas les filaments, c'est pas l'adhérence que tu as sur le plateau. C'est l'outil, le logiciel qui va découper, enfin interpréter ton modèle 3D en mouvement de ta machine pour déposer. Parce que finalement, ce que tu donnes à manger dans ton imprimante, c'est juste la liste des mouvements que doit faire la tête d'impression pour imprimer l'objet qu'on lui a demandé. Et ça, c'est aussi un domaine, enfin l'optimisation du calcul des chemins pour faire un objet 3D, etc. Mais c'est, on va dire, c'est un peu moins bidouille, on va dire. On peut un peu plus difficilement le faire chez soi. Mais il y a des choses vraiment sympas à faire de ce côté-là. Puis actuellement, les imprimantes là qu'on utilise, c'est du couche par couche, comme ça, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, bah, l'imprimante, ça va être un bras qui va venir commencer là, et puis au bout d'un moment, qui va tourner. Oui, mais c'est ça, mais je veux pas pour le grand public. Non. Mais voilà, ça va être sur un bras, hop, et ça va venir se pencher pour faire le bras ici. Du coup, ce qui permet d'éviter d'avoir des supports. Parce que là, effectivement, les supports, on les voit encore, ils n'ont pas encore été totalement limés. Et du coup, tout le bras, je ne pourrais pas vous le montrer à la caméra. Une la varicelle, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il est un peu véreux. Il a des boutons partout sur le bras. La scarlatine. Ah bah les rayons gamma, ça fait des dégâts. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Bah, tout ça pour dire. Alors, des questions ou pas? Alors non, mais il a envoyé un lien sur le robot du stade. Cool. Je vais essayer d'aller regarder ça. Si la tablette me laisse faire. Hop. Oh. En tout cas, bravo d'être présent avec nous samedi matin. Master-ci. Mais bon, là on a vu quelques exemples. L'impression 3D, à quoi pourrait-elle servir dans les maisons dans les prochaines années? Des pièces de rechange. En fait, c'est ça. Je pense que le nerf de la guerre, c'est les pièces de rechange. Ouais. Et bon, alors, je pense qu'il y a une étape avant les pièces de rechange, c'est que va peut-être falloir aussi penser que les objets d'origine. Base de données avec les objets. Oui, ou même que simplement, la plupart des objets qu'on a, enfin, sans aller jusqu'à parler d'obsolescence programmée, même si c'est derrière la tête de tout le monde. On a tous des objets qu'on cassait parce que ah mince, la pièce elle a été faite en plastique et puis honnêtement quand on la regarde elle est un peu fine, donc bizarrement pour prendre un exemple qui m'est arrivé encore hier matin, mon super casque que j'utilise pour vérifier les flux vidéo, enfin les flux audio, il a pété parce qu'il y a une petite pièce qui supporte toutes les contraintes. Mais c'est incroyable, je vais pouvoir te modéliser une pièce de rechange si tu veux. Mais au final il tient sans ça en fait, mais le seul truc c'est qu'il ça contraignait les connectiques à ne pas se toucher. Et à partir du moment où il est pété, les connectiques elles peuvent se toucher. Donc il faut juste bidouiller un petit peu, mettre des gaines autour. Enfin, bon. Bien écoute, je te promets que je ferai ta pièce quand j'aurai fini les 72 000 autres projets qu'on m'a demandé. Le problème c'est que ce genre de pièce, imprimant en 3D, on en a parlé tout à l'heure, pour avoir une même résistance mécanique que quelque chose de coulé, il faut quelque chose de légèrement plus gros. Et toutes les pièces ne s'y prêtent pas. Et là je parle d'une pièce en plastique, mais on a aussi des petites pièces en métallique de mauvaise qualité, mais qui ont été fait en métal parce que ça permet d'être plus fin, d'être plus léger, etc. On peut difficilement, pour l'instant en tout cas, le remplacer par une pièce en plastique coulée, fondue petit à petit. Mais par contre, si d'ici quelques années on commence à être un peu plus malin niveau société de consommation, et on en revient au sujet dont on discutera ce soir au Hack-Life, mais de se dire ok, les pièces et les pièces d'usure elles peuvent casser, mais je sais que je peux les réimprimer derrière. Et finalement, on passera outre ces obsolescences. Moi je pense que la prochaine étape de l'impression 3D, ça va être vraiment le recyclage. Là aujourd'hui, donc là ça s'est imprimé en PLA. C'est un amidon de maïs modifié, grosso modo. Il n'y a pas de pétrole, c'est un plastique sans pétrole. Bon, c'est pas un plastique du coup. Mais là, cette pièce qui reste là, ce serait dommage de l'acheter. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des sociétés qui proposent de recycler ce PLA là pour refaire des bobines ensuite derrière?
Eh bien, ça existe, mais on va dire que c'est toujours le même problème, c'est que ça va coûter plus cher de le recycler que d'en acheter du neuf. C'est ça le problème. Et c'est de l'amidon de maïs modifié, mais c'est toujours, ça reste dégradable. Oui, c'est biodégradable. Du coup, sous certaines conditions, on va pouvoir le retransformer. C'est des conditions qu'on trouve dans notre vie de tous les jours. Non. J'ai fait ma pièce en 3D pour réparer mon truc et en fait, pas de bol, elle a composté toute seule. Si vous le mettez dans un four, c'est sûr que... Ouais, c'est pas pour toutes les utilisations quand même. Tout à fait. On va dire que on n'a peut-être pas encore assez de retours sur l'utilisation des impressions 3D, puisque c'est quand même relativement récent. Ça a commencé, on va dire que les premières imprimantes grand commerce, c'était 2011-2012, si je me trompe pas. Les premiers Kickstarter. Ouais. Les imprimantes à l'époque valaient plusieurs milliers d'euros quand même, et aujourd'hui, pour 200-300 euros, vous avez une imprimante. Je suis assez patient de voir ce que ça va donner dans 5 ans. Si on est encore là. Il y a tellement de choses qui vont arriver dans les 5 prochaines années. J'ai hâte. Et je sais, l'impression 3D fait partie des révolutions qu'on va avoir dans les prochaines années. On parlait des possibles utilisations et toujours Tranquilloman nous a fait remarquer que dans l'ISS, il y avait une machine, une impression 3D. Et effectivement, pour eux, c'est super important parce que avec un minimum de place, donc là, ils ont juste à amener une fois l'imprimante 3D. Ensuite, ils ont juste à amener... grosso modo, les bobines de filament, et ils peuvent se créer des objets qui auraient pris un volume beaucoup plus considérable. Et je pense que t'as pas besoin de stocker, t'as pas besoin d'avoir de stock. Ouais. Je veux dire, t'as ton stock de matières premières, mais après que tu fasses des écrous ou des tiges ou je ne sais quoi, exactement. Besoin, tu descends juste un peu de ton stock de matières premières et t'as pas à avoir 1000 exemplaires des différentes pièces. Et ça, effectivement, c'est un gain, surtout sur des pièces pour lesquelles on estime la durée de vie, mais on ne sait pas si elle va durer 2-3 mois de plus ou pas. Après tout, si la pièce casse, on la réimprime. Non, c'est pas bien. C'est la société actuelle, ça. Alors, il dit aussi qu'il n'est pas d'accord avec le injecté égale plus solide. C'est le choix des matériaux qui est important. Sur mon exemple des gaines des nouveaux Airbus, ils ont réduit énormément la masse pour la même résistance en supprimant les zones de la pièce qui étaient inutiles à l'intérieur. Après, effectivement, c'était pas du PLA. Effectivement, après, on a eu pendant longtemps l'habitude de faire des grosses pièces bien mastoc en se disant ça va être solide. Effectivement, alors oui, c'est solide, mais toute la partie de la pièce ne sert pas à cette... c'est ce que Célosier faisait remarquer quand on a montré tout à l'heure, je sais plus où, comment ça s'appelle, le nid d'abeille sur la pièce là-bas. Elle disait, mais du coup, est-ce que si on remplit totalement, ce sera plus solide ? Justement, pas forcément, non. Je pense que le Hulk là, qui est en matériaux pleins, s'il tombe... Je sais pas, je ferai pas l'expérience, mais... Je pense qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Et puis voilà, c'est ce que j'allais dire, le fait qu'il soit lourd... la propagation des vibrations aussi se fait différemment. Celui-là est creux, on voit très légèrement en fait la structure intérieure, mais il est quasiment creux. Alors, voilà, je pense qu'on peut le faire tomber. Il y aura peut-être l'impact... alors qu'avec le Hulk, je le ferai pas. Mais tu risques de péter une jambe, quoi. Voilà, ce serait un peu dommage. Mais il y a énormément de facteurs qui interviennent du coup. Après, on est sur des domaines de recherche encore très actifs sur les contraintes des matériaux, etc. Et nous, on fait plutôt en domestique, on est plutôt sur du essai-erreur plutôt que sur des... c'est le côté un peu bidouille qui... le MacGyver. Et puis en impression 3D au début, des erreurs, tu vois, des chutes comment ça s'appelle, d'impression non finie ou de raft comme ça, des supports, effectivement à la fin, moi pour l'instant sur toutes mes impressions que j'ai fait, je me suis amusé à garder toutes les chutes. Je pense que j'ai plus de chutes que de trucs finis actuellement. Est-ce que tu en as de moins en moins souvent, les chutes ?
Je te dirai ça quand j'aurai à nouveau réussi à imprimer, parce que là, ça fait quasi plus d'un mois que mon imprimante est en panne et que Oh, j'attends t'aurais dû des me nouvelles l'amener. pièces. Oh, je te l'aurais réparé avec plaisir. Oui, mais bon, j'avais pas la place, moi. Mais une Dagobert, ça prend pas de place. Ouais, mais il aurait fallu que je la démonte, Non, que je mais prenne je une deuxième comprends, valise. voilà, tout à fait. Bref. Il n'y a pas de souci. Oui, d'ailleurs, à ce propos, dans le, dans le courant du week-end, je mettrai à disposition gratuitement une tête d'impression à imprimer pour la fameuse Dagobert. Je l'ai complètement créée moi-même. Je me suis inspiré donc d'une tête d'une autre imprimante qui était une tête très performante. Et en fait, je l'ai adaptée à la fameuse petite imprimante française. Je compte pas vendre le modèle, donc je préfère le diffuser gratuitement, comme l'ont fait des milliers d'autres personnes sur Internet. Vous pouvez trouver toutes les pièces que vous voulez, à partir du moment que vous savez rechercher, si la pièce existe. C'est très intéressant du coup, parce que, bon, je dis pas que vous allez trouver le bouton de la cafetière que vous avez cassé. Ça sera plus vite fait à le modéliser vous-même. Mais, dans certains cas, je pense que même quasiment sûr que dans un avenir proche, des fabricants comme Ikeo, on va dire, auront tout intérêt à avoir une base de données avec tous les objets cassants, réimprimables, et imaginons que eux-mêmes, ce grand marchand, sorte son imprimante avec sa base de données, avec tous les objets qu'ils utilisent. Imprimabilité. Ça va imprime ta lac, quoi. Mais il y a 5-6 ans, mince, j'avais une vieille bagnole qui datait des années 90 et par exemple mes boutons Ouais. d'autoradio étaient complètement foutus. Et j'avais un pote qui avait la même bagnole et Tu as piqué les boutons. non, et lui aussi avait eu ce Pas les problème de mêmes. boutons. Par contre, lui, il bossait dans une structure où ils avaient pareil une des premières imprimantes 3D. Et du coup, lui, il a imprimé tous ces trois petits boutons en 3D, il les a modélisés, et hop, dans sa bagnole, il avait à nouveau ces trois boutons pour... ces trois trucs pour son autoradio, qui fonctionnaient nickel. Et alors que aller demander ça au constructeur, voilà, j'ai une bagnole, elle a 25 ans, est-ce que vous auriez les petits boutons qui pètent facilement? Le constructeur, il risque de te regarder avec un air, va voir en casse. On a une nouvelle voiture qui a des super boutons. Exactement, ça. N'hésitez pas à prendre cette voiture juste pour les boutons. Mais c'est Mais vrai oui, qu'il y a plein de possibilités. Après. Et il n'y a qu'à voir sur les banques d'images en ligne, Ouais. d'images D'objets. d'objets en ligne. T'as des objets du quotidien, t'as des trucs inventés de toutes pièces, t'aurais même pas pensé que ça puisse exister en... Et Bah, ton t'as support de tellement casque. d'idées. Oui, voilà, tout bêtement. C'est affinant, mais c'est toi qui m'avais montré des petits supports imprimés en 3D pour. Moi, je bricole beaucoup et j'utilise pas mal du papier abrasif. Et en général, ce qu'on Des est cales à un peu poncer, embêté, c'est des. Voilà. faut avoir On prend des petites cales cales en papier bois. abrasif parce que pour aller abraser des petits endroits un peu fins, c'est toujours embêtant. Quand on regarde dans le commerce, il y a des espèces de trucs qui ressemblent à des brosses à dents avec du papier abrasif au bout. Ça coûte pareil un Une demi-rein. blinde. Ouais. Et c'est jetable parce qu'en général ils ont collé le papier abrasif, donc en fait on jette la brosse à dents une fois que le papier abrasif il est utilisé. Et en fait là c'était un modèle 3D avec des grosses vis imprimées en 3D où en gros il y avait différentes largeurs avec différents angles pour pouvoir mettre le papier abrasif comme il faut. Et ça j'ai trouvé ça super impressionnant parce que c'est des outils quand on les achète dans le commerce. Pas forcément des trucs de très bonne qualité, mais qui vendent super cher parce qu'on n'a jusqu'à présent pas d'autres moyens de faire que de les acheter. Et là, on se retrouve avec quelque chose qu'on peut, à façon, je veux dire, on est en train de bricoler sur une pièce qui est 1 mm moins large que celle qu'on avait utilisée la fois d'avant, et ben on peut réimprimer notre outil avec 1 mm de large en moins et avoir un outil vraiment adapté. Alors après, on en aura plein et on n'aura pas besoin de toujours les réimprimer parce que ça sert à rien de les jeter, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment intéressant. La customisation, c'est l'avenir. Ouais, après, seul truc qui me chafouine un peu, c'est le fait que ça reste des matériaux qui sont, à mon sens, mous. Oui. Et donc, bon, le papier abrasif, ça marche quand même vachement mieux sur des supports durs. Dur. Donc après, peut-être trouver un compromis, mais... Pourquoi pas faire le prototype en impression et après passer une autre matière. Ouais, le truc qui marche bien, c'est d'utiliser
faut en reparler tout à l'heure, parce que c'est des trucs qui ont été testés au Fab Lab où je vais, d'imprimer en 3D quelque chose, de faire un moule en résine derrière, et de recouler dans le moule avec un matériau plus solide, moins cher. C'est presque de la production de petites séries de cette façon-là, en équivalent injection maison. Le cast, et qui te permet d'avoir la forme avec un autre matériau. Je pense par exemple au GN avec notre association de Trollball. J'ai une copine qui avait fait des petits glands de lancer pour le Trollball ou pour le GN. Et à l'époque, elle avait... Alors, si je me souviens bien, elle avait sculpté ça, genre une espèce de pâte à modeler, ce genre de choses qu'on fait. Je sais. C'est coulé à la cire perdue. Tu prépares un je modèle sais en plus cire. exactement comment est-ce qu'elle avait fait ça, mais ou peut-être un genre d'argile. Enfin bref, elle l'avait sculpté, mais du coup, elle avait passé des heures à sculpter. Ensuite, elle avait fait son moule, etc. Donc effectivement, là, une impression 3D, soit tu récupères un modèle de gland, soit tu le fais sur un logiciel 3D, tu l'imprimes et puis voilà. Au pied du grand chêne. Il faut activer le Safe Search si vous cherchez des glands sur des modèles de... Fort comme un chêne, con comme un gland. Moi, ça me rappelle une année aux IRL où la tente bénévole était pas très loin d'un grand chêne. Voilà. J'ai cru que tu allais nous sortir une superbe situation dans laquelle on aurait pu, lors des GF, avoir besoin de l'imprimante 3D. Je suis sûr qu'il y a eu des tas de cas. Le truc qui fait que ça marchera pas pendant les IRL, dans le rush, c'est le temps d'impression. On a besoin de petites pièces à la noix pour fixer des trucs. Mais le temps d'impression est rédhibitoire. Faut y penser à l'avance, ou alors c'est pour l'année suivante. Voilà, par contre, oui, ça peut être une bonne façon de corriger. Sauf s'il y a quelqu'un qui ne fait que ça et qu'il a une dizaine de machines. Ouais, mais en général, on n'a pas le temps d'attendre 2 heures pour réparer un truc. Voilà. En général, on va bricoler avec un bout de bois qui traîne. Oui, c'est sûr que l'impression 3D actuellement, faut être patient. Voilà. Qu'importe ce que tu feras. Vous avez vu, pour tous ces supports là, qui au final prennent 15 cm par 15 par moins de 2 cm de haut, bah, ça a pris 5h30 quand même. Exactement. Là, l'intérêt aussi, c'est qu'on les a. Et ça, c'est pas une pièce qu'on trouve dans le commerce. Voilà. Bon, j'imagine que à partir du moment que c'est passé à la vidéo, il y a déjà quelqu'un à l'autre bout de la planète en train de le copier, le diffuser. Sur le module ASC, là, on nous a demandé les plans. Ah, et ben il n'y a pas de problème, ce sera diffusé. Parce qu'en fait, là, ce week-end, je vais faire pas mal de petits modèles que je diffuserai ensuite sur le site. C'est tout bête. Là, ce cube-là, là, par exemple, c'est pas du tout moi qui l'ai modélisé, je l'ai trouvé sur Internet. Et n'hésitez pas, si vous cherchez des informations sur l'impression 3D, à aller aussi bien sur YouTube, sur Facebook, hein, c'est ça, je ne connais plus ce truc. Mais Facebook, voilà, il paraît que c'est intéressant. On trouve des informations sur Facebook ? Eh bien, ouais. Sur l'impression 3D ? Noyé au milieu de... Si. En fait, c'est marrant, c'est que sur Internet, il faut partir du principe que il y a uniquement les gens mécontents qui vont témoigner sur des forums. Je ne comprends pas, c'est incroyable, moi, Dagobert est monté à l'envers. J'ai cassé la tête d'impression, pas j'ai réparé ma tête d'impression. Ce serait peut-être ça aussi, qu'on arrive à changer les habitudes des gens. Ouais, mais je suis pas forcément sûr que ce soit dans la nature humaine, enfin non. Pas chez tout le monde de se pas mettre en avant en France. disant j'ai réussi à faire ça, alors que c'est con parce que en ça France, pourrait être utile à plein de gens. C'est pas très bien vu en France, mais par contre j'avoue que aux États-Unis par exemple, on va dire que dans les pays anglophones, c'est un peu différent, les gens vont pas hésiter à montrer leur savoir. Sur YouTube on le voit vraiment très bien, il y a des centaines de cas de youtubeurs, des milliers de cas de youtubeurs qui vont pas hésiter à vous montrer comment assembler votre imprimante de A à Z, comment la réparer, comment l'optimiser, tout ça. Moi j'ai appris comme ça. On est très content de tomber sur ce genre de personnes qui voilà. montrent en fait ce qu'ils savent faire, qui pour eux est peut-être facile, mais qui quand on commence dans un domaine d'activité... Et a priori, on parlait tout à l'heure des pièces de rechange et de par exemple Ikeo qui pourrait balancer ces trucs. Et en fait, il y a déjà des entreprises qui le font a priori. Seb et Boulanger
Incroyable. qui commence à balancer des trucs en impression 3D. Génial. Moi, je me souviens d'il y a peut-être 2 ou 3 ans, la Poste avait lancé un système d'impression 3D à la demande. Ouais, Je sais pas ce que c'est devenu. bizarrement, on n'a plus parlé. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'IKEA se lance là-dedans parce qu'ils Ah bah, ils ont tout commencent, intérêt. ils commencent à s'intéresser un petit peu au hack. Ah. Et pendant un temps, ils étaient un peu en guerre contre le IKEA hack qui marche plutôt bien. Et en fait, ils se sont aperçus que plus ils partaient en guerre contre ça, moins ils y arriveraient. Et au final, ils sont plutôt en train de s'en rapprocher. Ils sont même en train de lancer leur propre plateforme. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils se lancent aussi dans l'impression 3D. Fournisseurs de la matière première de ces. Oui, concepteurs. ils peuvent pas l'arrêter. C'est surtout que ça peut leur faire que du bien. Donc, Bah, regardez, là, c'est l'exemple parfait. On a une table qui est ici, donc elle existe en plus petit. Il y a beaucoup de gens qui font un caisson pour l'imprimante avec des tables Ikea. Ikeo. Et bah, ce qu'il y a de drôle, c'est que sur des sites comme Thingiverse, c'est une base de données d'objets, vous allez trouver plein de tutos pour customiser des tables comme ça et faire votre caisson pour pas grand chose. Moi j'en ai fait un pour la mienne, j'ai tout fait de A à Z, je fais le cadre et tout, et je crois que j'en ai eu pour peut-être une 50aine d'euros pour un caisson gigantesque pour mon imprimante. Et bah, beaucoup plus efficace que... Enfin déjà, pourquoi faire un caisson, tiens? Pourquoi faire un caisson pour une imprimante? Eh ben dans mon cas, Éviter que les courants d'air, éviter surtout tout ce qui est qui passe. Et bah forcément, qui dit impression 3D dit vapeur. Enfin, il y a des réactions chimiques qui vont se créer, qu'on va faire fondre un élément comme celui-ci. Et pour éviter, on va dire tout ce qui est particules fines, tout ce qui est gaz nocif et autres, tout intérêt à soit la mettre dans une pièce spécifique, ou alors créer une boîte autour. avec un système de filtration. Non, puis ne serait-ce que, on parlait tout à l'heure de vitesse de refroidissement. Ouais. Avoir un caisson, ne pas être dans un caisson et être à l'air libre, c'est un peu comme quand on fait de la pâte à pain. S'il y a un courant d'air, Voilà. c'est tout en l'air. Tout à fait. Et du coup, en fait, on va repartir sur la rétractation, tout ça. Un environnement fermé est quand même vachement plus adapté. Il y a des imprimantes qui sont directement livrées dans un caisson. Elles valent plusieurs milliers d'euros. Enfin, souvent, elles valent beaucoup plus cher que les imprimantes. Ça permet de garder une constante de chaleur. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Après, vous dites pas non plus que les pièces qu'on imprime là dégagent des vapeurs toxiques. C'est pas celle-ci. Hein? L'ABS, par contre, dégage. L'ABS, oui. Ouais, mais l'ABS, là, celui qu'on utilise ici, le PLA. Il y a toujours des particules fines. Voilà, Donc, mais c'est toujours une forme vous de aurez pollution. plus de danger à aller dehors dans Paris que Ouais. de rester à côté de votre imprimante. Le problème, c'est que là, on fait les impressions dans Paris. Ouais. Oui, mais on est à l'intérieur. Ah, je me disais bien. Mais ouais, il y a énormément de travail encore à faire là-dessus. Et surtout qu'il y a eu assez peu de recherche. Voilà. Vu que c'est une technologie très récente, entre guillemets, vu qu'elle commence à devenir grand public, il commence à y avoir des personnes qui s'intéressent à tout ce côté-là, de est-ce que c'est dangereux pour la santé. Mais on voit encore assez peu de travaux à ce sujet. Je sais que à l'heure actuelle, en fait, le plus grand danger de l'impression 3D, ce serait que votre chat ou votre gamin mette le doigt dans un truc qui se déplace. Ou qui est chaud. Ou qui est chaud, ouais. Surtout le chat, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est marrant. Aïe. À partir de quel moment, éventuellement, peut y avoir un risque d'incendie? Alors ça, c'est encore d'autres facteurs à prendre en compte. C'est exactement les mêmes que pour l'informatique. Si vous achetez du mauvais matériel, il y aura toujours un risque d'incendie. Oui, je pense que le risque d'incendie est pas tant à la sortie du plastique qu'ils font, Non. mais dans le matériel électronique qui Voilà. permet de faire chauffer, de contrôler, de faire chauffer. Comme dans l'alimentation d'un PC. La bonne époque de Canard PC qui avait fait les tests sur les alimentations Eden, c'est encore valable aujourd'hui pour les imprimantes 3D. Oh mince, je vais me prendre un procès là. Non, mais il faut faire super attention. Vraiment super attention. Suivant l'origine du produit que vous allez acheter. Surtout qu'on parle de trucs qui tournent pendant des heures. Donc, voilà. Surtout si vous avez une alimentation 24 volts, 6 ampères. Ça, c'est pour un autre truc. Ouais. Ouais, je vois bien Faire le très truc. gaffe en fait. Super attention. Et puis être vigilant, dans l'absolu, pas partir en rando le temps que ça s'imprime chez vous, parce que le risque c'est de rentrer et que t'es plus de maison.
Si t'as un moyen de le contrôler à distance et de le vérifier. Moi, c'est ce que j'ai fait sur la mienne, en fait. Ouais, c'est ce que beaucoup de personnes font ça. Ils vont poster une petite caméra, comment ça s'appelle quand elles sont mises. En fait, on peut transformer un Raspberry en Octoprint. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est juste un serveur d'impression qui peut contrôler une caméra, qui peut contrôler l'imprimante, l'arrêter, etc. Et déclencher plein de processus. De toute façon, c'est toujours le principe du do it yourself. Vous faites ce que vous voulez à vos besoins. Et ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, il y a beaucoup d'imprimantes qui le proposent de base. Imprimante connectée, bim, vous regardez. Vous voyez, on a l'impression. S'il y a un problème, on l'arrête à distance. Par contre, c'est intéressant de la contrôler à distance, mais rien ne remplacera l'être humain pour ça. Pour la retirer, t'as pas le choix. Oui, pour retirer justement les éléments de la plaque, changer le filament, changer de couleur, remettre du filament s'il n'y en a plus. Moi, la mienne détecte en fait quand il n'y a plus de filament. Du coup, elle s'arrête, on change la bobine, on remet la bobine, ça reprend l'impression. Et t'as pas de défaut d'impression au moment où t'as changé ? Et si elle est bien réglée, non, il n'y en aura pas. En fait, c'est ce qu'on va prendre en compte. Une autre rétractation, c'est quand le filament va revenir en fait en arrière pour pas se déposer. Sur une Dagobert, c'est pas possible ça. Vous allez voir un gros pété dégueulasse. Pareil, coupure de courant. Sur la plupart des imprimantes, tu recommences. Faut recommencer. Vous avez fait une impression de 60 heures, elle a planté à 58, vous recommencez. Il y a de plus en plus d'imprimantes, notamment avec les Octoprint et tout. Coupure de courant, pour redémarrer l'imprimante. Voulez-vous reprendre l'impression ? Merci. Et c'est des trucs qui sont basiques, mais qui vont vous changer l'impression. Surtout quand on est sur des temps qui sont pas négligeables. Mais là, mon imprimante actuelle imprime un volume de 30 par 30 par 40 cm. C'est énorme, c'est énorme. Et ça veut dire que je peux faire des impressions. On lance une impression de 200 heures, par exemple. C'est quoi l'impression la plus longue que tu as fait ? C'est combien de temps ? J'ai imprimé un T-Rex. Un squelette de T-Rex, il a dû mettre 24 heures à peu près. Pareil, un T-Rex trouvé sur Segiver. Ouais, ça reste raisonnable. Ouais, ça va. Il était en 70 éléments, je crois, quelque chose comme ça, à coller après ensemble. Mais j'envisage de faire des impressions beaucoup plus longues. Alors ça, c'est pareil. Merci. Encore, transition géniale. Je n'ai pas mon papier sur moi. Comment réduire les temps d'impression ? Est-ce que vous savez comment réduire les temps d'impression ? Imprimer plus petit et plus près. Non, pour la même taille. Non, mais imprimer des grosses pièces en peu de temps. Parce que c'est Mais après, tu joues sur le taux de remplissage, tu joues sur l'épaisseur de filament. Oui, l'épaisseur, ouais, mais donc la taille de la buse qui va sortir le filament. Ah, oui. Là, aujourd'hui, la plupart des imprimantes sont en 0,4 mm. Moi, sur la mienne, j'ai prévu de monter une tête en 1,2 mm. Et est-ce qu'on peut avoir des doubles têtes d'impression avec deux tailles de buse pour avoir deux tailles, ça je sais pas. Parce que tu as une buse fine pour l'extérieur qui sera visible théorie, et jolie. Il n'y a rien. En théorie, il n'y a rien qui l'empêche. Il n'y a rien qui l'empêche. Quelque chose d'un peu plus basique et plus rapide. En fait, ça va dépendre du logiciel qui va découper ton élément. Et je pense que sur des trucs comme, je vais citer Simplify 3D, qui est pour moi le logiciel de référence de Slicer. Un peu cher, mais il vaut presque le prix d'une imprimante. Pour expliquer rapidement, le slicer, c'est le logiciel qui va transformer votre modèle 3D en code qui sera lisible pour l'imprimante en couches. Donc il va dire, vous avez un cube, il faut qu'on commence par un carré en bas, puis un autre carré, et qu'on monte. La plupart du temps, les imprimantes sont livrées avec Cura, avec Slicer ou autre. Ça, c'est vraiment des logiciels qui sont gratuits, qui sont pratiques. Mais si vous voulez vraiment commencer à travailler et pas à bidouiller, Simplify 3D, juste la référence, quoi. C'est un très 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 bon logiciel qui vaut largement le coup. Il vaut $150, mais ça va. C'est très vite rentabilisé, on va dire. Enfin, je sais pas si on peut parler de rentabilisation. Dans le cas où on crée des trucs qui n'existent pas, tu peux pas vraiment dire à quel moment tu l'as. Je pense que si, tu peux parler de rentabilité à partir du moment où, comme c'était le cas à une époque, tu sais, dans l'activité professionnelle sur des trucs imprimés en 3D. Et si tu as le temps d'en imprimer 10 ou tu as le temps d'en imprimer 20, quand tu les vends, la rentabilité, là, tu la comptes. C'est ça qui est génial, c'est que avec un logiciel qui est bien optimisé, une pièce comme ça qui aurait pris, admettons, là j'ai mis 5 heures pour en faire 8, c'était avec Simplify. Je pense que je serais passé sur Cura, elle aura peut-être mis 2 heures de plus. Parce que du coup, la différence entre les deux logiciels, ça va être, on va dire, le chemin parcouru par la buse
je sais pas, plutôt que faire le tour puis faire à l'intérieur, il va essayer de se déplacer le moins possible et c'est ce qui va petit à petit gagner du temps parce que Ouais. là sur une impression comme ça, à vue de nez, il y a, je sais pas moi, une 80 couches, un truc comme ça, un peu moins. Ça peut se calculer assez facilement, mais... Enfin bref, voilà, vous avez un nombre de couches. Si vous gagnez sur chaque couche, 60, à peu près. vous gagnez, je sais pas moi, 10-20 secondes sur chaque couche entre deux logiciels. Bah sur 80 couches, vous gagnez déjà pas mal de minutes, quoi. Tout à fait. Et c'est hyper intéressant en fait. Et après c'est pareil, les logiciels de base ne permettent pas de modifier, par exemple rajouter un radeau. Le radeau c'est une pièce qui tenait tout. Le taux de remplissage, ça c'est un truc qui est basique, mais la forme du remplissage, ça par contre c'est pas tous les logiciels qui le font. Des fois c'est des trucs encore plus basiques, c'est les supports. Alors ça c'est pareil, c'est un truc que je vais présenter dans l'après-midi sur le FluCraft. Différents types de supports. Les supports basiques, avec Simplify 3D, il y a des supports qui sont droits. Mais si je prends un logiciel comme Mesh Mixer, d'ailleurs je remercie Angus de Maker News, un YouTuber qui me passionne en fait assez incroyablement et qui fait des tutoriaux. Donc Mesh Mixer, ça va faire des supports qui ressemblent à cela, mais adaptés à une imprimante à dépôt de filament. Ça pourrait t'intéresser d'ailleurs, je pense. Du coup, tu lui choisis les angles. Il y a plusieurs ici, modes par en fait. Soit on peut complètement le faire en automatique, ou alors les mettre en manuel. Et ça, c'est pareil, c'est encore des possibilités qui sont incroyables. Ouais, parce que surtout quand quand tu dois derrière, tu sais que tu dois retravailler ta pièce parce que tu as des points de filament support qu'il faut retirer. Et ben, choisir où est-ce qu'il se connecte parce que ça va être plus simple à retirer à tel endroit que 3 mm à côté. Et ça encore, ça peut intéressant. changer. Parce que de même, avec ce logiciel-là, moi j'ai fait plein de tests de support, plein de densités, plein de tailles et tout. Et là, aujourd'hui, j'ai mes réglages perso pour le logiciel avec le profil. Je te montrerai comment on enlève des supports faits avec ce logiciel-là sur une figurine comme ça. L'intérêt, en fait, c'est que là, là, on n'a pas de support sous la main, mais on peut faire varier la densité, en fait, du support en lui-même. Et l'intérêt, c'est que si le support, au moment où il va être dans le vide, il n'a pas besoin d'être forcément dense, mais plus il va se rapprocher de la pièce, plus on aura besoin qu'il soit solide pour être facilement enlevable. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que sur un support type quadrillage, les 3 à 4 dernières couches, je vais les mettre en dur, mais vraiment le plus solide possible. Comme ça, quand je vais arriver pour enlever ma pièce, ça casse directement. Après, le risque, c'est de casser la pièce. Sur des trucs très solides, très fragiles, personnellement, j'éviterais et je passerais peut-être par un autre type de support qui ressemblera à ceux qu'on fait en... derrière, quand tu retires des supports, donc tu fais ça avec un petit couteau, une pince coupante. Pour essayer de si tu as envie d'avoir un état de surface derrière qui est le plus proche de ce que tu aurais eu sans support. Et ce dont tu parlais tout à l'heure, des petites cales abrasives. Et tu ponces, et tu ponces, et tu ponces. Ouais. C'est long. Il y a plein de solutions en fait à l'heure actuelle. Pour le PLA, je sais que pour l'ABS, on peut utiliser de l'acétone, parce que l'acétone va faire fondre le plastique. Pour lisser. Les vapeurs d'acétone en fait font fondre en surface le plastique et en fait tu as des effets de densité de surface, enfin de tension de surface pardon, qui se crée et qui lisse en fait le... Exactement, parce que si vous regardez là, on va pas pouvoir vous le montrer à la caméra, je pense pas que ça se voit, mais quand on regarde de près, on voit effectivement chaque couche. Et en passant le doigt, on les sent un petit peu. C'est tellement léger que je le mets à 10 cm de moi, je les vois quasiment plus. Et là encore, c'est imprimé en 0,2 mm. Voilà, c'est-à-dire que c'est la qualité la plus basse. Par 2. Par 4 T'es en 0,5 Ah non, par 2, j'ai rien dit. Je sais pas compter. Et du coup, effectivement, pas avec du PLA, mais avec de l'ABS, un peu de vapeur d'acétone, et hop, ça va lisser les bords. Pour faire l'équivalent avec le PLA. Si, mais c'est un produit qui est très dangereux, donc on va pas en parler. Par contre, si vous voulez obtenir un effet lisse sur du PLA, vous pouvez très bien rajouter un après, la peinture. Moi, j'ai testé un truc tout bête, c'est du gesso, qui est très utilisé en cosplay. Ça marche très bien sur le PLA, ça apporte une couche d'accroche qui est géniale. Je connais pas du tout. C'est une espèce de pâte blanche, quoi. C'est à mettre au vernis, au pinceau. Ouais. Et après, ça se reponce. C'est ça qui est génial, en fait. Du coup, ça coûte pas cher, c'est facile à mettre.
Il n'y a pas de produits toxiques, on va dire. Je sais pas si on peut le boire, le gesso, mais bon, ça doit pas être bien dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Nous sommes des professionnels, nous sommes payés pour le faire. Non. J'ai des questions. Oui. Si tu as envie d'imprimer quelque chose avec différentes couleurs, Alors là, il y a quelles plein de sont les solutions. possibilités? Il y a plein de possibilités pour ça. Il y a Alors, deux buses, comme on Deux parlait buses. tout à l'heure. Ah ouais, mais ça, c'est ça, C'est-à-dire c'est deux une des couleurs. premières solutions et c'est pas forcément la plus adaptée. En fait, à l'heure actuelle, il existe plein de technologies différentes pour imprimer en plusieurs couleurs. On va partir sur des dépôts de filaments déjà, parce que là, c'est vraiment l'impression de Monsieur Tout le Monde. Alors, imaginez, vous avez besoin de, je sais pas, d'imprimer en 4-5 couleurs. Alors déjà, vous avez besoin des 4-5 bobines de cette couleur-là. Soit vous avez une tête avec les différents fils qui vont arriver, qui vont succéder au moment de l'impression. Ça a été la première solution envisagée, c'est pas forcément la meilleure. Donc différentes têtes, et donc il va falloir tout calibrer, chaque tête va devoir bien être calée pour reprendre très exactement l'impression là ou l'autre. Galère, c'est pas la meilleure solution. Il existe des têtes, il y a une seule buse de sortie, par contre il y a 2 fils qui arrivent et qui vont se succéder. Plutôt pratique, je dois même dire que je pense que c'est la meilleure des solutions à l'heure actuelle. Mais c'est pareil, il y aura Mais toujours le ça problème de mélange rétractation. Si, les couleurs vont se mélanger. Est-ce que c'est pas une possibilité d'ailleurs de mélanger des filaments de couleur primaire pour avoir un rendu Si. de couleur Si, mais je pense que là, au niveau calibration, ça va être encore plus galère. Ouais, puis je pense que le problème c'est que tu as besoin d'un volume minimal pour le mélange et s'il faut le jeter à chaque fois. Ouais, et surtout, il faut que Et le ça va mélange soit nécessiter homogène. Et Ça des temps doit pas être simple. d'impression colossaux encore, parce qu'il va falloir prendre en compte ça. Et sinon, il y a une solution, alors je ne sais plus quelle est l'entreprise qui a créé ça, c'est carrément en fait une boîte séparée de l'imprimante qui va refondre le filament au fur et à mesure. Imaginez que vous avez 5 bobines, dans votre code, et ben, ça va dire, voilà, à tel moment, j'ai besoin de tant de longueur très exacte de millimètres de cette couleur-là. Ah, tu prépares un filament On prépare. avec des Ouais, transitions de couleurs. Voilà. D'accord. Et ça, en fait, Ah ce qui est ouais. génial, c'est que ça peut s'adapter sur toutes les imprimantes aujourd'hui. Ouais. Ça vaut très cher. Il y en a pour plus de 1000 € pour la machine. Mais c'est une solution qui est géniale parce que Et puis tu ça... peux avoir une infinité de couleurs tant que tu as une infinité de. Ouais. Et surtout, c'est pas l'imprimante qui perd du temps à calculer ça. C'est une machine à l'extérieur. C'est génial. En fait, le principe est génial. On va dire que ça, c'est pour du dépôt de filament. Après, bon, pour de la résine, c'est pas possible à l'heure actuelle. Ouais. Il faudrait plusieurs bains de résine différents, ça va être un peu galère. Il y aurait des résines qui changent. réagissent en fait en fonction des longueurs d'onde et qui se Voilà, en en fonction de la température aussi, en fonction de plein de choses. Si on parle de longueur d'onde, là, il y a une infinité de possibilités après. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi? Des matériaux un peu hybrides qui vont changer de couleur en fonction de la température, en fonction de... Mais... Ouais, c'est chaud, parce que t'as la température de fusion qui est quand même Ouais. assez stringente. Ouais. Ok. Moi, je dirais que ça pique. Sinon, Sinon, prenez un un bon pot de vieux peinture pinceau. et puis voilà. C'est un vieux pinceau et... Oui, Il faut pas goûter son plaisir. hein. Et le plaisir à l'heure actuelle, c'est quand même d'avoir une figurine à peindre, quoi. Si Warhammer a cartonné pendant des années avec des figurines à peindre, on va pas se casser la tête, on va continuer à peindre. Hein. Puis voilà. C'est génial. Moi perso, je suis pas du tout doué en peinture, mais je débute. C'était pas mon truc de base, mais ça pourrait le devenir. Toujours pour mon plaisir personnel. Hein, Le truc qui me tente bien, ouais, c'est le côté, ce dont parlait Bouffe tout à l'heure, de créer des modèles pour derrière faire j'ai le terme en casque, du moulage. Ouais. Et derrière utiliser d'autres matériaux, faire des coulées de laiton, de trucs comme ça. De plomb, si tu veux refaire des petites figurines à l'ancienne. Il existe déjà des imprimantes à cire perdue pour les bijoutiers. Ouais, ça c'est trop bien ça. Du coup, on imprime le bijou avec une forme particulière qu'on pourrait... chalumeau pour refaire les tensions de surface pour Voilà. virer le... Et en cire, ouais, c'est... Et du coup, c'est toujours le même principe que la cire perdue à l'heure actuelle, quoi. Mais là, on a un modèle qui est déjà créé, quoi. Pour ceux qui sont pas au courant, en gros, le principe de la cire perdue, c'est on fait un modèle en cire, Ah. on l'intègre dans un moule en plâtre, et en fait, avec bien sûr l'équivalent en fait des petits supports, en fait des petits chemins par lesquels vont être coulés le matériau qu'on met dedans. Et en fait, en coulant, par exemple de l'argent, du plomb, peu importe. Ça va, vu que c'est très chaud, ça va faire fondre
littéralement la cire au fur et à mesure et remplir à la place de la cire l'espace dans le plâtre. Et on appelle ça la cire perdue parce qu'une fois qu'on a fait le modèle, le beau modèle en cire, on l'a plus, on l'a perdu. D'où l'intérêt de l'impression 3D. Oui, ou de faire un moule réutilisable. D'ailleurs, moi j'ai vu un intérêt à l'impression 3D et j'ai jamais vu en fait d'autres outils qui permettaient de le faire. J'ai un modèle à taille 1.1 et j'ai envie de l'avoir à taille 2.2. Bah je le change, Un pantographe. Ouais. Un pantographe. Ouais. Pardon. mais ça marche en 3D ça? Ouais. D'accord, bon j'ai rien dit alors. Non, la dernière fois que j'en ai vu utiliser un, c'était sur la reconstruction de temples grecs. Enfin, en gros, de retailler des pierres pour compléter les pierres déjà existantes cassées. Ouais. Et donc la personne utilisait un pantographe pour calculer les distances. En gros, tiens, le creux il est à tel endroit, donc il redéplace sur son modèle et puis il retaille sa pierre à côté pour calculer exactement les distances qui vont bien. Donc là on parle faire quand même le d'un truc négatif. extrêmement artisanal et compliqué. Donc. Oui, non, là on est. C'est très spécialisé. euh, Alors que l'imprimation 3D, bah hop, c'est un réglage à faire au moment, avant Après, l'impression. Un truc qui a le vent en poupe en ce moment, il y a pas mal de boîtes, enfin même d'universitaires qui bossent là-dessus, c'est sur la reconstruction d'objets à partir de prises de vue photo. Oui. Parce que le côté modélisation 3D est quand même quelque chose qui est assez compliqué, qui prend du temps et qui peut être grandement facilité avec pas mal d'outils de reconstruction de scènes à partir de plein de photos. Et ça se fait de plus en plus. Il y a plein d'applications sur le téléphone Ça où démocratisé. vous Faites tournez vos autour têtes en de votre 3D. pièce, vous prenez soit en vidéo, soit en plusieurs photos. Ensuite, vous cliquez sur valider et hop, il essaye de faire un modèle 3D à partir des photos. Et ça, c'est un champ de recherche en imagerie qui est On a eu des possible. réactions et une question. Alors déjà, pour en revenir aux couleurs, on nous disait qu'en SLS, qui est la polymérisation de résine et pas de plâtre, il y a moyen d'avoir 65 millions de couleurs. Ça fonctionne exactement comme une imprimante classique. Là, on était resté sur du dépôt de filament. C'est vrai que en SLS, oui, il y a possibilité. c'est cool ça. Et une autre question qu'on n'a pas du tout abordée, effectivement, c'est à combien revient en plastique de faire ses propres figurines. En termes de prix, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de prix au niveau des réalisations en elles-mêmes. C'est quoi le prix d'un mètre de fil et on a besoin de combien de mètres de fil? On parle pas en mètres, on parle plutôt en kilos. En kilos, ouais. En fait, 1 kilo de PLA de bonne marque, c'est entre 25 et 30 euros. Il y a des bas de gamme qui sont aux alentours de 15 euros, mais je déconseille de les utiliser. Vous serez déçus en fait par le résultat, ça va boucher votre imprimante ou casser la tête. Non, toi, Ou tu les sais, deux. des bons PLA, voilà. On va dire qu'une figurine, je sais pas, on peut pas vraiment tenir compte de ça parce que si vous achetez la figurine dans le commerce, hop, vous la sortez de l'emballage, elle est déjà toute faite. Ça va vous coûter du temps en fait. Le temps d'impression, le temps de préparation, le temps de ponçage. Par exemple, ça. Ouais. Pour juste imprimer ça, tu estimes à combien le prix en termes de poids filament pour faire ça? Je pourrais le dire parce que c'est calculé directement sur mon logiciel, mais là, Là, on est de l'ordre Pièce de comme ça, quelques du centimes. centime, de l'ordre de Là, l'euro, c'est quelques de- centimes. imprimer les 8, ça a dû coûter peut-être, je sais pas, 80 centimes. D'accord. Ok. Ça donne déjà un Après, ordre je de ne tiens pas grandeur. compte de l'amortissement de l'imprimante. Bien Parce sûr, que on ce qui parle du s'abîme le filament, plus, ouais. c'est l'imprimante, c'est pas le PLA. C'est l'imprimante qui s'abîme en fait en final. Donc sur une machine, admettons que vous achetez une machine à 2000 euros. Et n'achetez pas une machine à 2000 euros. Le coût d'impression va être colossal par rapport à une machine à 350 euros. C'est ça, en fait, il y a plein de Oui, c'est secteurs. l'amortissement en fait. Voilà. Après, je pense qu'une machine à 2000 euros aujourd'hui sera peut-être plus facile à utiliser, plus fiable, etc. Une machine moins chère pour laquelle on passe 600 heures de son temps à la régler. Ouais. Et ben finalement au coût ça peut. Mais c'est pas forcément le cas. Moi, ma grosse imprimante m'a coûté le prix d'une Dagobert. Ça va rester ce truc. Bon, après, c'est à partir du moment où tu fais tout le monde la création toi-même. Mais moi, j'ai trouvé plein de tutos sur net. Je me suis formé en fait sur Internet. C'est la magie d'Internet. Le temps humain peut être quantifié. Après, bon, quand on se fait chier, on a du temps à perdre. Donc... Après, tu as On commencé passe avec son une temps sur ça. imprimante du commerce aussi.
Voilà. J'ai commencé je sur pense, une je pense que Magloire. c'est quand même compliqué pour un débutant qui a jamais fait d'impression de commencer Mais par se construire sa propre c'est imprimante. pareil Sauf- dans tous les domaines. Hein. Ah oui, oui. C'est tous Plus les à domaines sont partir de concernés quand t'as par ça. attrapé le virus et que tu te lances à fond dedans, Ouais. faut bien démarrer à un moment donné. Je sais que en informatique, moi, le premier PC que j'ai eu, je devais avoir 11 ou 12 ans. Maintenant, les PC, on les fabrique. C'était un Packard, quoi. C'était une daube. Mais je l'ai gardé longtemps. Ça m'a servi d'entraînement et tout. Presse-papier, ça cale des meubles, c'est bien. Et aujourd'hui, je monte mes propres ordis. Ça fait déjà un paquet d'années d'ailleurs que je monte. Ça fait peut-être 20 ans que je monte des ordis. Non, peut-être pas 20 ans. Ça veut dire que j'ai commencé à 15 ans. Non, ça fait 15 ans. Ouais, 15 ans que je monte des ordis. C'est toujours le même plaisir, mais il faut bien commencer par quelque chose. Moi, j'avais vu passer des petites imprimantes 3D avec des surfaces de plateaux d'impression beaucoup plus petits Oui. que le radeau que tu avais fait là, Ouais. qui tiennent sur une table. Je m'étais dit, pour prototyper moi des trucs que je trouve tout petits, je me demandais si c'était pas, ça pouvait pas être une Alors possibilité attention, aussi. qui dit miniaturisation dit pas forcément plus rapide, moins cher. Non, plus- effectivement. Je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, une imprimante avec un volume de 20 par 20 par 20, c'est le standard. On va dire 15 par 15 par 15. Ouais. Ça suffit pour faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez faire du cosplay, par contre, passez carrément à autre chose. Et là, tiens, d'ailleurs, on va reprendre le principe, ce que je disais tout à l'heure, réduire le temps d'impression. Moi, sur mon imprimante, j'aurai bientôt, enfin, quand j'aurai reçu les pièces, une tête d'impression en 1,2 mm. Comparaison du 0,4. Donc, imaginez le volume. Là, mais ça va me permettre de sortir des pièces colossales en quelques heures au lieu de quelques jours. Là, je sais que c'est Angus encore de Maker Muse qui a fait des tests là-dessus et il sortait des pièces gigantesques. Alors c'est toujours le même problème par contre. On change une pièce de l'imprimante, faut refaire tous les réglages. Faut tout réadapter. Pour ça que Mais c'est hyper intéressant de bidouiller. Admettons que tu changes cette impression pour mettre celle qui te permet de faire des trucs plus Ouais. grossiers. Tu veux repasser, J'ai le juste à reprendre logiciel, l'autre non et je branche l'autre, c'est tout. mais tu dois refaire tous tes réglages. Ah oui, Ah oui. non, Ou mais ils tu sont peux enregistrés. conserver les réglages Ils sont enregistrés, enregistrés. D'accord, oui, donc ça va, ça reste raisonnable. C'est ça. Mais en fait, ça va être des temps de réglage, ça va être par exemple, quelle vitesse d'impression je veux avoir, quel temps de rétractation je veux avoir, quelle Oui, température. tu te fais la main Parce sur, que- sur la nouvelle configuration de l'imprimante. C'est ça. et, La seule chose éventuellement que tu es obligé de régler, c'est le plateau. Le plateau, et là, Le j'étais plateau, encore c'est un, obligé c'est un de- des trucs de toute façon que tu règles en permanence. oui, c'est pour ça régler dépend la distance desquels. par rapport à la buse, c'est ça. Exactement. Mm. Là, par exemple, hier, avant d'aller me coucher, enfin tout à l'heure avant d'aller me coucher, j'ai eu un souci. L'imprimante, la buse descendait trop bas, ça bloquait les moteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur cette imprimante-là, en fait, j'ai pas de palper. Un palper, en fait, ça va détecter à quel endroit est le plateau, etc., etc. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'était le métal qui servait en fait sur l'interrupteur qui détectait en fait la hauteur de l'imprimante. Le métal était légèrement plus plié qu'avant, ce qui fait que ça crée un décalage de quelques millimètres, quelques dixièmes de millimètre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste relevé la languette. C'est bon, c'était reparti. Mais ça, c'est vraiment du bidouillage. Je pense que c'est pas donné à tout le Et monde en fait de tu- réussir à identifier une panne pareille. Tu es obligé d'avoir un contact mécanique pour déterminer la hauteur du plateau. Tu peux pas l'avoir en absolu. Non, Genre là, sur ce modèle-là, l'approcher, c'est vraiment ouais. mécanique. Ouais. Avec une feuille super fine, genre papier origami que tu cales entre ton plateau, ta tête d'impression. donc Ah, tu mais connais la- Ça, on le fait, ça déjà. Ça permet en fait de le faire, de régler le plateau la première fois. D'accord. Mais, Mais pour après, détecter la hauteur du plateau, par contre, il y a plusieurs solutions. Il y a des palpeurs inductifs, il y a plein de solutions différentes. D'accord, mais mais, tu es obligé quand même de pas tout faire les yeux fermés et d'avoir Ah, quand même une vérification du contact. Il y a des imprimantes qui le feront, sans doute avec des lasers, sans doute avec... Ouais, c'est une autre façon de mesurer. Voilà. Mais après, le tout automatisé, pas forcément la meilleure solution. Surtout en impression 3D, quoi, c'est quand même de la grosse bidouille à la base. Si on commence à tout automatiser, il n'y a plus aucun plaisir. Quoi. Ok, ça me donne envie, mais j'ai peur de me retrouver à passer des heures à Tu le feras. pondre des modèles 3D. C'est ça. Le virus de l'impression 3D, c'est ça. Je me souviens, la pompe péristaltique que j'avais fait, je l'avais modifiée. Enfin, j'étais tombé sur un. Alors, j'utilisais un outil qui s'appelle OpenSCAD. C'est une façon de coder notre modèle 3D en partant de formes de base, en disant je vais faire un rectangle, je vais le décaler de temps, je vais l'extruder avec une sphère. Enfin, c'est
moi je trouve ça sympa parce que ça me rappelle un peu la programmation, donc je trouve ça assez simple. Mais donc j'ai trouvé le modèle et derrière j'ai voulu le modifier, mais j'ai passé un temps fou à refaire de la trigonométrie de base Ah bah voilà. pour me rappeler de à quelle distance je dois décaler ma sphère pour qu'elle arrive pile poil à la limite de la distance du cylindre de lequel je vais extruder. Enfin, à refaire des calculs de maths en disant c'est quoi le calcul de la hauteur d'un triangle équilatéral. Enfin des trucs, mais... Et là je cherche sur Google et là Google se fout de toi en te disant exercice pour gamin de CM2. Merci. J'ai eu exactement le même Moi, problème. Ok Google. J'aurais dû tester Quant, peut-être il aurait été plus sympa avec moi. Ah, pas sûr. Il faudra demander à Olivier Champenot qui vient cet après-midi, je crois, nous parler de Quant. Alors ne lui dites pas ok Google. On a une question de quelqu'un qui a dû arriver assez récemment, qui nous dit: est-il techniquement possible, avec une imprimante 3D, d'imprimer ces figurines grâce à des modèles 3D créés sur Blender, par exemple, et ensuite de les peindre à la main? Justement, je pense qu'il n'y a pas plus simple. Je connais pas bien Blender, mais je suppose très fortement qu'il a un export de fichiers non mais c'est STL. prévu en fait dans le week-end qu'on a une démonstration création Blender. N'importe quel modèle 3D. Voilà, tu trouveras toujours un logiciel pour l'exporter dans ce qu'il te faut. Ce que disait Elfinor tout à l'heure, passer une couche d'après sur la figurine déjà, d'une part pour la lisser, d'autre part pour la préparer pour de la peinture, se poser dessus, c'est tout à fait faisable. Après ça sera la minutie et de l'impression 3D et de la peinture que tu feras derrière. Je sais que sur des petites figurines, on verra toujours le grain de... Ah, oh là, ça clignote rouge. Non, c'est parce qu'il désamorcer la bombe. Il reste moins de 5 minutes, je pense. 5 minutes, ah bon le flux principal commence. Voilà, mais on se demande où est le chef plateau. Ah mais c'est toi qui enchaînes directement. Non, c'est moi qui gère le plateau, mais vu que je suis devant, j'ai un peu du mal à le gérer. Il n'y a personne pour nous dire qu'il reste 5 minutes, heureusement qu'on a le compteur. Et donc oui, tu disais le grain de l'impression filament, on la verra quand même. Bah, en fait, les petites figurines type Warhammer, ça va faire quoi, 4-5 cm de haut. Alors ce qui est bien, c'est que ça va pas mettre longtemps à s'imprimer une figurine comme ça. Mais il y a tous les défauts de l'impression 3D à dépôt de filament, c'est tous les supports à virer, tout le travail à refaire derrière. Ce qu'il faut... Oh mon dieu. Il y a Pougli qui est en train de désamorcer la bombe, notre compteur rouge qui clignote en disant il vous reste 3 minutes 49. Attends, il faut que je prenne une photo backstage. Et donc oui, par contre, si on veut remettre une couche d'après, on peut, pour essayer de limiter l'effet du grain, l'effet de la position des supports, ce qui veut dire aussi, c'est de prévoir un modèle légèrement plus rétracté, qui fera quelques dixièmes de moins. Il faut faire attention parce que c'est toujours pareil. La définition de l'imprimante. Si j'ai des pièces trop petites, eh ben le slicer va tout simplement choisir de pas les imprimer. Ouais. Après c'est ça. Et en fait, il existe donc avec ton mixeur un mode qui va dire je vais recalculer ta pièce de sorte à ce que chaque élément ne fasse pas moins de, admettons, 1 mm, 1 mm autre. Le minimum de résolution de l'imprimante. Voilà. Le permet, Et ça, en fait, c'est Mesh Mixer qui permet de le faire, c'est pas tous les logiciels. Et si j'imprime une pièce trop petite, l'imprimante va tout simplement dire non, moi je veux pas l'imprimer, je l'imprime pas. Si tu veux faire ta petite figurine de Warhammer avec ton bonhomme avec une harpe, et bizarrement, les fils de la harpe vont peut-être pas s'imprimer. Voilà. Donc, effectivement, il y a des limitations. Ou alors tu fais en sorte qu'il fasse plus de, je sais pas, ton minimum, 0,1 mm ou qu'il fasse de la flûte, on va pas... Mais il faut faire super attention. La harpe, c'est les elfes, alors... N'achetez pas une imprimante si vous voulez faire du Warhammer. C'est pas vraiment adapté. Enfin, du Warhammer à la taille Warhammer. Après, si vous voulez faire du Warhammer de 1 mètre de haut, envisageable. Plus de place pour la collection. Voilà. Là, par exemple, ces figurines-là, je sais pas, le Hulk qui fait 15 cm de haut à peu près. 15 cm, c'est une taille pas mal pour l'impression 3D. On va dire que jusqu'à 5-6 cm de haut, sans trop de détails, ça commence à être pas mal. Est-ce que tu nous avais fait des impressions ça reste de pas nains, mal. Ouais. De buste de nains. Ouais. Et il faisait 5 cm, ouais, c'était pas mal. C'est pas mal, mais plus petit,
Le problème, c'est que plus petit, on se focalise plus sur les détails qui sont dus Voilà. à l'impression en elle-même, le procédé d'impression, que les détails du modèle 3D. Exactement. Et en fait, alors qu'on est si on passe sur une échelle beaucoup plus grosse, on se focalisera sur les détails généraux et les détails de l'impression 3D en elle-même. Et il y a toujours la possibilité, en fait, d'imprimer en différentes qualités. Une imprimante n'a pas qu'une seule qualité d'impression. Par exemple, avec une buse de 0,4 mm, on peut imprimer donc en 0,4, 0,2, enfin toutes les variations possibles. Sachant qu'à chaque fois qu'on divise par 2, on multiplie par 4 le temps d'impression. Parce qu'en fait, il faudra 4 fois plus que le filon. Je vais faire mon boulot de chef plateau, je vais vous Ouais, laisser. Et je vais aller chercher les personnes qui interviennent derrière. Donc je vais laisser Bouffe et Alfinor. Non, je vais laisser Bouffe et Alfinor finir. Et moi, je vais m'occuper de gérer le Et plateau. parce qu'en théorie, il nous À plus reste tard. 1 minute Mon 02. Dieu. Tut, 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 tut. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer à ranger, préparer le plateau pour les gens qui arrivent derrière. Mm. Du coup, tiens, je vais laisser un support de micro. Waouh. Non, parce qu'il faut qu'on lui rajoute sa petite mousse et son support oui. antidérapant, parce que sinon ça va continuer de faire spock chaque fois qu'on le pose. Comment ça Hop, ça tombe bien, on n'a plus de questions.